Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 275 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, place au Miami Heat pour les bilans 2024, bilan de la saison de Miami avec Simon / Alingua de Miami Heat France et de Inside Basket. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like, petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans 2024. Aujourd'hui, c'est un événement, puisque ça y est, enfin, après presque 300 épisodes, enfin un numéro du Basket Lab spécial Miami. Et pour ça, nous avons un spécialiste, puisque c'est Simon qui nous rejoint. Comment ça va, Simon ? Ça va super, merci Guillaume pour l'invite. Et puis, comme d'hab, content de venir. Hein. J'étais venu une fois déjà chez toi et ça fait plaisir. Ouais, t'étais venu pour le top 100 l'an dernier, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avais eu Curry, donc cool, Kyrie, Lou Williams, je crois. Je crois que t'avais eu Porzingis, non ? Un truc comme ça. Ouais, Porzingis en milieu. J'avais Lou Williams et j'en avais un autre qui était en fin de classement, qui a dû sortir à la fin. Je sais plus qui, mais ouais, ça c'était les 4 premiers qui me viennent. Lou Williams, t'es sûr ? Je crois qu'il est à retraite depuis quelques temps. Peut-être Clarkson, non ? Peut-être plutôt à la place. Jordan Clarkson que oui, pardon, oui. Ouais, putain, c'est les mêmes, on les confond. Ouais, non, mais justement parce qu'on faisait le parallèle entre les deux. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon bref, donc Simon Alingua sur Twitter, que vous connaissez probablement, de Inside Basket aussi, et de Miami France, évidemment. Et justement, aujourd'hui, on va faire le bilan de Miami 2024, mais je crois que vous aussi, vous avez fait un podcast bilan où on peut envoyer les gens vers celui-ci également. Ouais, c'est ça, on a fait un podcast du compte, quoi, Miami de France, bilan, sur 2 heures un peu, je crois. On a fait une bonne heure et quart. On fait toujours un conseil de classe où on demande aux auditeurs de noter, on fait un Google Doc. Chacun peut noter sur 10 la saison du joueur. Et nous, on fait même de notre côté. Puis on fait un peu un conseil de classe de chaque joueur. Et puis après, on était parti un peu sur l'été. Qu'est-ce qu'on aimerait? Bon, il se trouve que ça s'est pas passé comme prévu, mais ça, c'est un autre débat. Mais ouais, on fait toujours un épisode bilan de 2 heures environ sur la saison. Alors, l'année dernière, on avait fait un podcast, on voulait faire un podcast pendant les playoffs, mais on s'était dit qu'on allait attendre qu'on soit éliminé. Du coup, ça va durer très longtemps. Cette année, on a essayé de faire la même chose, sauf que ça s'est passé beaucoup plus rapidement. Donc. Ouais, malheureusement, t'as pu enregistrer plus tôt cette fois. Ouais. Mais en plus, l'an dernier, il y avait un truc comme quoi vous attendiez d'être éliminé pour enregistrer, et puis à la fin, vous étiez un peu déprimé de la défaite, non? De base, on pensait enregistrer fin de premier tour contre Milwaukee. On s'est dit, bon, de toute façon, on va se faire défoncer, on fera le bilan de la saison dans 2 semaines. Et puis ça a duré. Donc le bilan de la saison, ça a été le bilan des finales de NBA, quoi. Donc ouais. Voilà. Mais bon. Alors justement, on va parler de cette saison 2024 post-finale NBA. Donc le programme, c'est ça, c'est le bilan 2024. Le format, vous le connaissez peut-être, c'est notre format des stats de la saison, entre guillemets, puisque c'est un format où on fait donc le bilan équipe par équipe. En 2024, on va essayer de faire tout le monde et pas seulement 15 ou 16 équipes. Et donc, le format, c'est 10 stats, 10 points clés pour parler d'une saison. Soit des stats, chacun arrive avec 5 stats, soit des stats qui sont intéressantes ou pertinentes en elles-mêmes, que tu as envie de nous partager, et moi aussi. Soit sinon, c'est un prétexte pour enclencher et parler de plein de petits sujets pêle-mêle. Vous connaissez le topo, si vous connaissez la série, évidemment. Eh bien, sans plus tarder, on peut y aller, Simon, si tu es prêt. Quelle est donc ta première stat du jour à nous présenter pour le Miami Heat 2024 ? Je commence avec un truc très simple de compréhension, et on n'est pas les pires là-dedans, mais ça fait quand même mal parce que c'est quelque chose de répétitif à travers les saisons, c'est 35. Ouais. 35 comme le nombre de starting five différents qu'on a eu cette année. Donc sur je parle en saison régulière, donc sur les 82 matchs, on a eu 35 5 de départ différents. Et donc voilà, c'est quelque chose qui explique un petit peu le manque de continuité, le manque de régularité, le manque de même complémentarité, j'ai envie de dire, dans le roster, tout simplement parce que même si effectivement les joueurs qu'on a, ça fait plusieurs années qu'ils sont là, sauf qu'on l'a bien vu, notamment avec OKC, leur force cette année, Denver, leur force sur les 2-3 dernières années, quand tu as la possibilité de jouer de manière importante avec les mêmes joueurs, forcément ça aide ce que tu seras capable de faire en playoff. Et c'est vrai que comme chaque année, en fait, on a eu énormément de blessures. Bon, non pas qu'on s'en plaigne, parce que quand c'est quelque chose qui... c'est pas qu'on s'en plaint, on s'en plaint, mais c'est pas quelque chose qui est surprenant parce que ça fait quand même quelques années que ça dure. Et donc là, on est en remise en question sur le staff médical ou sur les méthodes d'entraînement, etc. Mais quand t'as quasiment un match sur 2, un 5 majeur différent, et puis même après, j'ai les stats de line-up et de matchs manqués et tout ça, c'est quelque chose qui est trop difficile pour lancer une équipe et même faire des runs importants, même dans la saison, quoi. Sur 2 semaines, t'as jamais un 5 qui est pareil.
T'as jamais des rotations qui sont identiques, donc c'est trop compliqué. Moi, j'ai mis l'exemple, avant de te donner sa parole, de Duncan Robinson cette année, qui a fait des parties de saison très intéressantes. Quand il était titulaire, l'équipe tournait bien, sauf qu'une semaine après, t'as Tyler Hero qui revient, du coup, il réintègre le 5, et Duncan doit se réadapter à un autre rôle. Et forcément, c'est difficile d'avoir une régularité tout au long de la saison quand t'as autant de changements dans la rotation, quoi. Ouais, et puis je pense que... Alors, paradoxalement, il n'y a pas eu tant que ça d'énormes blessures, je trouve, cette année. Peut-être on en reparlera, mais c'était un peu aussi ma première stat du jour. Mais effectivement, il n'y a pas eu tant que ça de blessures. C'est simplement que tout le monde a été un peu blessé à des moments différents. En plus, j'ai l'impression, plus la tambouille de Spoelstra qui aime bien aussi parfois varier ou faire des trucs comme ça. Et puis surtout, pas mal de chamboulements aussi en cours de saison avec des trades qui a pas dû aider non plus, quoi. Ouais, bien sûr. Alors après, quand tu dis pas mal de blessures, je dirais pas mal de grosses blessures. Enfin, un peu de grosses blessures, pardon. Ouais. Parce que finalement, on a quand même... Du coup, je sais pas, je vais peut-être te casser une stat que tu avais mis de côté. Non, vas-y. Mais il y a quand même 300... J'ai noté 313 matchs ratés dans le roster de blessures. C'est la quatrième... On est la quatrième plus grand nombre de minutes ratées par nos joueurs. Et je sais pas, tu connais le Basketball Index, je sais pas exactement quelle pertinence ça a, mais en termes de valeur d'absence, on est la 5e. Donc la 5e pire, je parle bien évidemment. Donc en fait, c'est ça qui est compliqué. Et comme tu l'as dit, c'était pas au même moment. À la limite, si pendant un mois t'as personne qui est là, tu joues avec les bouts de banc, etc. Bon, tu vas perdre des matchs, mais je veux dire, les joueurs sont là en même temps. Là, c'était une fois Tyler Hero, après c'est Bam qui s'est blessé 10 matchs, après c'est Jimmy qui était absent. Et du coup, forcément, c'est compliqué à construire. Et du coup, je suis allé chercher un peu en termes de minutes par line-up. Ouais. Notre line-up à 5 joueurs avec le plus de minutes, ils sont à 181 minutes. C'est la line-up principale avec Bam, Jimmy, etc. Denver, eux, leur line-up à 5 avec le plus de minutes, ils sont en 950. C'est quand même une énorme différence de complémentarité. Et puis, si je descends à 3 joueurs, notre meilleure line-up, elle est 598 minutes. C'est la 244e de la ligue. Denver, ils ont 1840. Donc en fait, c'est ça qui est dérangeant, c'est que t'as aucune continuité. T'as encore des joueurs qui cherchaient leur rôle, leur manière de faire, etc. tout au long de l'année. Et comme tu l'as dit, en plus, il y a eu ce transfert de Terry Rozier contre Kyle Lowry, quoi. Donc, compliqué. Ouais, compliqué. Et pour dire en comparaison, donc t'as dit combien? 36 line-up différents? Donc 35, 36 de... 35 starting. Après, starting, ça veut tout et rien dire. J'ai pris ça parce que c'est une stat qui parle. Mais effectivement, des fois, Spoelstra, il aime bien faire starter du Haywood Highsmith, par exemple, et tout ça. Mais c'est surtout pour montrer la quantité différente. Non, mais effectivement, ça reste représentatif. Hein. Effectivement, ça reste représentatif. Et surtout, donc, en comparaison, OKC, effectivement, ils en ont 12 starting line-up différents à peine sur la saison. Et même encore plus parlant, parce que je suis allé sur la page là où tu as réussi à nous trouver ça. Effectivement, 12 line-up différents pour OKC, mais il y en a plein, tu sais, t'as une tonne où c'est que un line-up différent, mais c'est une fois il y a Hayward qui rentre, une fois il y a Isaiah Joe, une fois il y a un truc comme ça, donc qui ont été utilisés qu'une fois. Mais le line-up principal a été utilisé 63 fois, OKC par exemple, alors que Miami c'est à peine 14. Le line-up le plus utilisé a été utilisé 14 fois à peine. Donc je pense que ça montre aussi assez bien ce côté turnover constant, et qui, je pense, ça fait aussi partie, je sais pas, tu me dis toi en tant que fan, mais peut-être un peu du côté déception par rapport à l'an passé, où tu fais un peu, certes, un run de playoff un peu surprise, mais tu te dis, ok, on a réussi à trouver un truc, ça marche bien, quoi. Et finalement, cette année-ci, 2024, elle a été rythmée par autant de déception que d'irrégularité, et sachant que l'irrégularité a sans doute aussi un peu causé la déception sportive, pardon. En fait, nous, pour le coup, on n'est pas trop dans cette idée-là, parce que tu vois, on disait tout à l'heure qu'on n'avait pas enregistré de podcast l'année dernière, avant le début des playoffs, mais parce qu'on était persuadé qu'on allait se faire taper, parce qu'on n'était vraiment pas si bon que ça. Alors on termine, je sais plus, 6, 7 ou 8, fin de qualification en playoff, mais notre niveau de jeu, il est vraiment pas bon. L'année dernière, on s'en sort sur des playoffs miraculeux, il faut le dire. Hein. Voilà. Alors, c'est notre niveau maximum. On a joué tout au long des playoffs à notre niveau maximum. C'est notre niveau maximum, mais le niveau moyen qu'on avait l'année dernière, il était pas bon. Et là, on a fait 3-4 séries de playoffs l'année dernière sur un niveau de Butler absolument légendaire. Mais finalement, notre saison régulière 2023-2024, elle est pas si différente que la 2022-2023. Non. Sauf que là, avec le play-in où Jimmy se blesse, t'as plus de marge en fait. Et tu te rends compte que tu te fais taper par Boston, mais parce qu'ils sont
mais ça m'arrache de le dire, mais ils sont bien plus forts que nous. Et ça, j'aurai peut-être une stat là-dessus encore après, mais t'as aucune marge de ce côté-là, et donc nous, on n'a pas été surpris de ça. Limite, en fait, les seuls fans de Miami ou les seuls qui suivent Miami qui ne se rendent pas compte de ça, c'est le front office, qui ne se rend pas compte du fait que, en fait, le niveau moyen de l'équipe, il est pas si bon que ça, quoi. Est-ce qu'ils s'en rendent pas compte ou est-ce que ils n'ont pas encore pu faire leur gros move? Je pense qu'on va en parler tout au long de l'épisode, mais tu vois, j'ai l'impression que tu as l'air de dire que sportivement, vous étiez un peu plus bas que moi ou que d'autres peut-être en termes d'attente pour cette saison 2024 en sortant des playoffs 2023, ce que je peux comprendre, mais j'ai l'impression que la grosse déception de l'an passé, c'est aussi le trade de Lillard qui s'est pas fait, qui est venu 6 mois après le fait que le trade de Kevin Durant soit pas fait, et là peut-être on en reparlera, mais Miami a plein de pièces. Tu vois, tu dis le front office s'en rend pas compte. Je me demande à quel point est-ce qu'ils s'en rendent pas compte ou à quel point ils n'arrivent pas encore à le faire ou il n'y a pas encore l'opportunité ou en tout cas de facto ils l'ont pas fait le gros move, mais qu'on attend en effet le gros move parce que peut-être comme tu dis l'an dernier, enfin 2023 c'était un peu une surperformance par rapport à l'effectif, mais que tu pourrais peut-être avoir de plus grandes attentes si tu arrives à upgrader l'effectif, à l'améliorer en français. Ouais, non mais ça c'est clair et c'est pour ça qu'on était à fond derrière Lillard et que c'est encore un crève-cœur aujourd'hui de pas l'avoir eu parce que lui voulait venir, nous on voulait qu'il vienne. Ouais. Bon, après Portland ça a été différent, mais évidemment c'est un crève-cœur, d'autant plus qu'il va à Milwaukee, quoi. Donc ça c'est hyper dur pour nous. Et évidemment ce mouvement-là, le front office voulait le faire et devait le faire en fait, tout simplement pour notre niveau d'équipe. Mais là où on est un peu frustré, c'est que où je dis qu'ils le voient pas forcément, c'est que t'as l'impression qu'ils veulent pas prendre un risque à mettre des pièces auxquelles ils tiennent dans un transfert. Mais si à un moment tu dois faire un truc risqué, il faut que tu aies le courage de le faire. Et ça, c'est un peu un reproche qu'on a envers Pat Riley, qui peut-être un peu l'ego de toute façon, c'est moi le patron et c'est moi qui dirige le truc, mais c'est peut-être plus forcément le cas. Et on voit des autres équipes qui bougent, et nous, par exemple, pour Donovan Mitchell, il fallait lâcher le paquet, quoi. À un moment, si tu veux avoir des très gros joueurs, il faut que tu sois capable de lâcher des pics de draft, du Duncan Robinson plus Tyler Hero plus Jaime Raquez, ou je sais pas, des trucs comme ça. Il faut pas avoir peur de le faire. Et il y a d'ailleurs un insider de Miami qui s'appelle Barry Jackson qu'on suit beaucoup. Ouais. Il a un running gag un peu qui vient de lui, mais lui c'est parce qu'il est dépité par rapport à ça. Nous on en rigole, mais lui pour le coup professionnellement ça l'énerve. Il dit toujours ils aiment leur team comme elle est. Ils préfèrent ne pas trop dépenser dans un transfert et garder l'équipe comme ça plutôt que de trop dépenser. Mais à un moment tu vas rester une équipe moyenne. Ouais. Ou quand tout se passe bien, bonne, mais voilà, quand tu vas en finale, on a bien vu contre Denver, il n'y a aucun monde dans lequel on peut les battre. Si tu as envie d'avoir un Mitchell ou un Durant, il faut pas avoir peur de mettre un héros, quoi. Tu peux pas garder tout le monde et avoir un truc super en retour, quoi. Il faut être prêt à dépenser, ouais. Non, mais c'est ça. Tu vois Michael Bridges qui est échangé contre je sais pas, 6 tours de draft, là, je sais plus exactement. Bah oui, ça fait peut-être beaucoup, mais tu dois le faire un moment. Un moment, malheureusement, c'est comme ça que tu dois bouger. Et puis tout Jimmy qu'il est, il faut un bon alignement des planètes pour que ça marche parfaitement, comme ce fut le cas en 2023. Quoi. Je me demande à quel point ils se sont pas fait un peu couper l'herbe sous le pied par des Knicks qui font une pré-agency, non pas une free agency, mais une pré-agency, c'est-à-dire on échange pour OG Anunoby et puis on le re-signe plutôt que de le signer à la free agency, tu sais. Pareil pour Siakam qui aurait dû être free agent ou des mecs comme ça, mais ouais. Bon, en effet, on suivra ça. Alors juste pour compléter, enfin pour aller dans ton sens, pardon, t'as parlé des minutes, je peux rajouter double effet qui se coule, les possessions des line-up, et donc en effet, line-up avec le plus de possessions en Miami, c'est 372, voilà, 300 possessions jouées ensemble. Denver qui effectivement est premier est à quasiment 2000. Voilà, pour dire la différence de stabilité. Et OKC 1700, Houston le meilleur 5 aussi 1500 minutes. Voilà, les grosses équipes stables, on va dire, sont dans ces eaux-là. Et Miami a un énorme turnover. Après, pour dire aussi sous un angle plus positif, peut-être ce côté turnover, il y a aussi quelques bonnes nouvelles dans ce turnover à lire. En tout cas, tu vois, par exemple, notamment, je sais pas si on en parlera plus tard, mais Jovic, qui prend un peu la place de Kevin Love ou des trucs comme ça. T'as des bonnes surprises aussi, quoi, dans ce turnover, finalement, quoi. J'essaie un peu de voir le verre à moitié plein. Mais en fait, t'as des bons côtés, mais quand t'associes ce côté-là, en fait, ça peut avoir des très bonnes choses, comme t'as dit, notamment dans l'intégration de certains bouts de banc et tout ça. C'est comme ça aussi que tu découvres des jeunes. Ouais. Ou des non draftés comme on aime bien le faire à Miami, c'est clair que Haywood Highsmith c'est comme ça qu'il s'est montré, Caleb aussi, etc. Mais quand on associe ça à ma stat numéro 4, je crois, tu verras après, ça en devient un problème.
Ouais, effectivement. Alors, je peux enchaîner sur ma première stat de la saison, si tu veux bien. Vas-y. Parce qu'on est un peu dans le même thème. Moi, c'était 22. 22. Est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est le nombre de matchs manqués par Jimmy Butler cette saison. En tout cas, en saison régulière. Donc, 22 matchs à peine. Hein, c'est pas tant que ça, encore une fois, de matchs manqués. Mais Bam Adebayo aussi, 71 sur 82. Bon, ça va, pas tant que ça a manqué. Jaime Jaquez, 75. Duncan Robinson, 68. Même Caleb Martin, 64. Le seul qui a manqué de manière un peu conséquente, c'était donc Tyler Herro. Mais en fait, c'est le vrai chiffre, c'est pas 22, c'est 27. Parce qu'en fait, il faut rajouter les matchs manqués en playoff aussi. Et ce qui fait que vous êtes fait un peu, pas balayé littéralement. Je crois qu'il y a eu 4-1, je crois, sur la série de playoff. Ouais, mais 4-1, effectivement, il n'y avait pas trop de chance. Et comme tu dis aussi, c'était aussi pour parler de l'équipe de manière plus globale, où en fait, on est un peu dans la continuité de l'an passé, en fait, même totalement, parce que si on regarde le net rating, donc le fameux différentiel attaque-défense, donc une manière de mesurer à quel point une équipe est performante, différentiel attaque-défense, c'est le but du basket. Cette année, vous étiez à plus 1,7 par 100 possessions, c'est-à-dire un différentiel positif de plus 1,7. L'an dernier, vous étiez à moins 0,1. Donc, littéralement, 0 de moyenne sur la saison en termes de plus-minus attaque-défense, on va dire. Mais bref, on est, grosso modo, les chiffres, on les connaît pas trop, on les manipule pas trop, mais on est sur une équipe de milieu de tableau, grosso modo. C'est-à-dire que cette année, 22e attaque, contrairement à 25 l'an dernier, 5e défense contre 7e l'an dernier. Voilà, c'est un peu les mêmes chiffres. Et ce qui bloque un peu, je trouve, j'ai l'impression, et c'est pour ça aussi que vous vouliez Lillard ou des mecs comme ça, je pense que c'est un peu le gros manque, c'est que l'attaque est donc 22e, ce qui manque un peu parce que, comme dit, la défense est élite, clairement top 5 NBA. Et pourtant, l'attaque sur demi-terrain, vous êtes 13e sur 30, donc au-dessus de la moyenne, et même 13e, voilà, c'est différent de, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit 22 au global, et donc sur demi-terrain, en fait, ça opère toujours aussi bien, c'est juste que, en fait, il y a un peu un manque à gagner, entre guillemets, par rapport aux autres équipes en tout cas, c'est qu'il y a assez peu de gens en transition finalement cette saison à Miami en termes de fréquence de contre-attaque, paradoxalement, et assez peu de rebonds offensifs, mais ce qui peut aussi faire partie de l'ADN de l'équipe et de qui est-ce que tu as sur le terrain à tout moment. Mais voilà, il y a un peu un manque à gagner en termes d'attaque, parce que vraiment sur demi-terrain pur, vous êtes 13e, sauf que vous n'allez pas chercher des secondes chances sur rebond, et il n'y a pas non plus de points faciles en transition, ce qui fait qu'au final, l'offensive rating global n'est que 22e. Mais je pense que tu seras un peu d'accord avec moi, ça reste l'élément à améliorer pour le futur, parce que, comme dit, la défense, elle est déjà élite et à mon avis, largement assez bonne pour faire de vrais runs de playoff très profonds. Mais tout dépend un peu de l'attaque, et pour l'an prochain, tout dépendra à quel point est-ce que l'attaque sera meilleure ou pas. Ouais, ça c'est clair, l'attaque, c'est notre principal problème. De toute façon, tu l'as dit, moi, ma stat 2 et ma stat 4, elles sont là-dessus. C'est vraiment le côté du terrain où on n'a absolument aucune solution. Enfin, notre solution, c'est Jimmy Butler qui prend la balle et qui va scorer un panier. Mais c'est pauvre comme idée. Et tu te rends compte finalement tout au long de la saison que y a pas forcément un domaine dans lequel tu peux être élite de ce côté-là et où tu vas appuyer. Tu vois, typiquement, si ça va drive, ils en font plus de 60 par match, je crois. Ça attaque le cercle et puis après, soit ça kick, soit tu finis au layup. Tu sais qu'ils ont une force là-dessus et tu vas avoir du mal à les en empêcher. Miami, t'as pas trop de choses où ils peuvent être élites de ce côté-là du terrain. Donc t'as chacun qui apporte un petit quelque chose. Tyler Herro, il fait 2-3 choses offensivement qu'il est capable de le faire de manière très bonne. Jimmy, il est capable de faire X choses de manière très bonne. Bam, il est capable, à mi-distance, il commence à être de manière très efficace. Mais dans l'ensemble, quand tu mets tout un à côté de l'autre, t'es pas une bonne attaque. Et quand tu te retrouves en playoff face à une bonne défense, comme Boston, typiquement une défense qu'on déteste jouer, tu te fais humilier, mais je crois que c'était 15 points d'écart en moyenne sur la série, mais c'est même pas une question, quoi. Limite, Boston, ils auraient pu taper plus sur la table et nous mettre 20 points d'écart. Parce que offensivement, on était incapable. Alors évidemment, il n'y avait pas de Jimmy, mais on est incapable de trouver une bonne solution offensivement, quoi. Disons que donner les rênes à Paul George, j'allais dire. Non, à Jimmy Butler, c'est pas une si mauvaise idée que ça, c'est juste que le problème, c'est qu'il le fait pas tant que ça, quoi. Il a pas du tout la volonté d'avoir un volume un peu héliocentrique, comme on dit, donc qui prend toutes les responsabilités et tout tourne autour de lui. Il le fait en playoff, mais il le fait pas forcément sur la durée de saison régulière, donc voilà, en effet. Là, tu vois, typiquement, en termes d'usage, en saison régulière, il est en moyenne à 24-25% d'usage. Jimmy, en playoff, il monte à 30 direct, quoi. Mais du coup, comme tu l'as dit, tu as commencé par ça. Les matchs où il est pas là en saison régulière, et finalement, c'est quand même assez régulier qu'il manque des matchs.
Et d'ailleurs, ça a été un gros débat, une grosse discussion cet été, parce qu'il pouvait être prolongé. Et Miami ne veut pas lui donner énormément d'argent pour l'instant, en termes de long terme, parce qu'ils lui ont dit, nous, on veut que tu joues, en fait. Et c'est un reproche qu'on lui a fait, notamment là, lors du play-in. Et quand il parle de Boston, si j'étais là, on vous aurait tapé, bah peut-être. Mais Jimmy, t'es pas là, donc ferme-la. Si tu es là, tu peux parler. Et là, c'est vrai que ça fait depuis... attends que je regarde, 2016-2017 à Chicago, où il a pas joué plus de 70 matchs. Mais n'empêche que c'est un vrai problème. Ouais. Oui, puis plus si jeune que ça en plus, hein. Plus si jeune que ça, donc ouais, là encore 34-35 là. L'urgence de faire un méga trade, ou un gros coup en tout cas, parce que la fenêtre de tir avec Ebam et Butler, peut-être, il n'y a pas tant que ça, il n'y a pas 10 ans, quoi, clairement. Donc en effet. Et je pense qu'on reparlera de Butler plus tard, à mon avis. Et donc on peut enchaîner, quelle est ta deuxième stat du jour à nous présenter pour le Miami Heat 2024 ? Eh ben justement, on parlait de l'attaque. Moi, je vais faire un focus sur la transition. Comme tu l'as dit, je vais faire une transition sur la transition. Comme tu l'as dit, sur demi-terrain, ça peut aller parce qu'on a des joueurs qui sont capables de faire des choses. Nous, c'est une frustration qu'on a dans l'équipe de Miami de France, c'est que vu le matériel que t'as, on sait qu'on n'est pas très bon en attaque. Mais vu le matériel que t'as et les joueurs que t'as, les types de joueurs que t'as, on doit être meilleur que ça en transition. Je dis, on est à 114, du coup j'aurais dû donner la stat d'abord, 114,4 points sur 100 possessions. Donc en transition, alors effectivement, toi t'en parles déjà souvent dans ton podcast, mais la transition, qu'est-ce qu'ils considèrent dans les stats comme une transition ? Est-ce que tu considères comme un rebond offensif, etc. C'est toujours compliqué. Mais je trouve que quand t'es en attaque avec l'équipe de Miami, dans le roster que t'as, quand t'es 41e centile de la NBA, c'est pas normal avec les joueurs que t'as. Jimmy, il est capable de courir. Caleb, il est capable de courir. Bam, il est capable de courir. Tyler Hero, il est capable. Et c'est pas normal que tu sois aussi peu efficace et que tu aies aussi peu de fréquence aussi de transition sur ce type d'attaque. Qui plus est quand tu as une bonne défense. Notre transition sur après interception, ça va, mais on doit être meilleur que ça. Et que tu sois moyen dans ce domaine-là, voire moyen faible, c'est pas possible pour nous avec avec les types de joueurs que t'as, parce qu'au contraire, ça devrait être une force. Si t'es aussi bon défensivement, c'est pour te procurer des transitions. Mais si derrière t'arrives pas à les rentrer, ben c'est du gâchis. Donc on est un peu frustré de ce côté-là parce qu'on est capable de mieux, quoi. Oui, et puis d'habitude il y a un peu un aspect un peu de compromis, c'est-à-dire que si t'es une équipe relativement avec un line-up un peu léger, un peu petit et plutôt mobile, en fait tu acceptes de pas du tout aller au rebond offensif parce que t'as pas le personnel, mais tu dis bon, avec ce personnel-là, tu peux courir, quoi. Et je pense que le meilleur exemple de ça, actuellement, c'est OKC, qui joue pas du tout gros, hein, avec Chet Holmgren en poste 5, et puis qui est-ce qui est considéré 4 ? C'est peut-être Jalen Williams ou un truc comme ça, mais voilà, c'est personnel, des line-up plutôt considérés petits. Bon, ils attaquent pas du tout, pas trop le rebond offensif, mais par contre, ils vont gratter des points en transition, quoi. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis un peu surpris à quel point, et je sais pas comment toi tu l'expliquerais, ce truc de, finalement, on n'est pas aussi performant qu'on voudrait sur transition. Sincèrement, c'est compliqué. Je sais pas trop si si je peux expliquer ça. D'un côté, il y a pour moi, il y a forcément le côté où Jimmy Butler, il aime bien jouer lent. Notre pace, elle est toujours très lente. À l'époque, Kyle Lowry, pareil. Quand il était encore chez nous, la légende. Donc des joueurs majoritaires qui préfèrent jouer sur demi-terrain, sur du pick and roll, etc. Mais pour moi, tu dois avoir l'intelligence aussi de te dire que même si tu préfères faire ça, tu as les armes pour faire des transitions, tu dois être plus efficace là-dessus. Moi, il y a ça. Et puis il y a aussi, je sais pas si on parlera de Tyler Hero après ou pas, le côté où lui, il est quand même un peu individualiste, mais c'est son style de jeu, on le sait. Donc son côté où sur transition, il s'arrête derrière la ligne à 3 points pour après soit pull-up, soit faire quelque chose, ou bien du coup des tirs qu'il va en général quand même rater, hein, on va pas se mentir. Soit il va se faire contrer parce que il est plus lent que les autres, des bêtises comme ça, mais qui sont frustrantes quand tu fais une contre-attaque et qu'il se fait contrer derrière alors que tu vois à 3 km le défenseur revenir. C'est un peu de frustration derrière. Donc il y a beaucoup de possibilités de s'améliorer dans ce côté-là du terrain.
C'est vrai que ce qui est assez particulier, c'est que Miami est une équipe qui crée beaucoup de turnovers adverses, donc qui fait beaucoup d'interceptions, littéralement. Vous êtes top 10, 8e de NBA, et pourtant, en termes de fréquence de contre-attaque post-interception, 27e sur 30. Donc il y a clairement un côté, on se projette pas du tout, même après une interception, où généralement, tu as un peu ce côté, tu t'interceptes, tu sautes sur une ligne de passe, tu as déjà un surnombre, tu te projettes vers l'avant. Et là, en effet, il y a un peu ce paradoxe où il y a beaucoup d'interceptions, mais pas tant que ça de contre-attaque qui suivent, donc c'est un peu bizarre. Et comme dit en plus, j'avais parlé tout à l'heure, mais 13e attaque sur demi-terrain, donc c'est pas du tout catastrophique, pas autant que l'offensive rating pourrait le suggérer. Et c'est un peu dommage parce que clairement, la transition, c'est un exercice extrêmement rentable. En fait, la différence de rentabilité entre une contre-attaque et un demi-terrain, elle est phénoménale. Donc c'est vrai qu'il n'y aurait même pas besoin de travailler beaucoup pour aller gratter des points et de la valeur. C'est juste, si tu arrives un peu à accélérer le jeu et multiplier le nombre de possessions en contre-attaque, ça fait des points très faciles qui rentrent directement dans la besace, en fait. Ouais, et puis comme je te disais, pour le coup, on a les joueurs pour. Si tu me dis Minnesota, je sais pas du tout où eux ils sont en termes de transition, mais si tu me dis à l'intérieur, t'as Gobert et Towns, tu veux pas courir, je peux comprendre, sincèrement, j'ai pas de souci là-dessus, parce que t'as des armes dans d'autres domaines. Mais nous, poste 5, t'as Bam, poste 4, t'as du Jovic qui est capable de courir, ou Love pas trop, Bryant encore pas trop, mais je veux dire, quand tu joues petit, que t'as du Caleb, etc., t'es capable de le faire. Ouais. Et c'est pour ça que c'est encore plus incompréhensible qu'on soit pas si bon que ça là-dessus, quoi. Donc, ça aide pas, parce que comme tu l'as dit, c'est des tirs normalement rentables. T'as dit Bryant, Thomas Bryant. C'est pas un joueur à millier, ça, non? Non, non. Alors, on sait toujours pas pourquoi on l'a prolongé cet été. On a eu la news là il y a 2 jours. A priori, ils veulent de la taille et ils aiment ce joueur. On sait pas pourquoi. Je comprends pas. Mais je comprends pas pourquoi Denver a dépensé 3 deuxièmes tours de draft la trade deadline dernière pour l'avoir aussi. Pour moi, c'est un mystère de la science, Thomas Bryant. C'est hyper. C'est un peu méchant ce que je veux dire, mais c'est ce qu'on disait dans le podcast. C'est que, et s'il nous écoute, on sait qu'il écoute le Basket Lab, il me pardonnera, mais c'est un peu mais c'est un peu un imbécile heureux. Tu vois, genre, il court, il va tenter des trucs et tu vois qu'il est content, mais c'est pas bon ce qu'il fait. Il a envie, même si c'est pas ce qu'il fait. Il a envie, en tout cas. Voilà, non, mais c'est ça. Et tu vois, il va rater un truc, il va avoir 2 réactions. Première chose, il va regarder Spoelstra, parce qu'il sait qu'il va se faire défoncer. Et deuxième chose, il va taper dans l'air, genre, ah là là, je voulais tellement bien faire et j'ai raté. Tu vois, genre, je suis énervé contre moi. Mais ça va pas, quoi. Tu vois, genre. En fait, c'est Hassan Whiteside sans le talent physique. Et du coup, c'est extrêmement frustrant. Mais bon, après, Miami, ils l'ont gardé. C'est leur choix. Ils doivent voir des choses qu'on ne voit pas. On va dire ça comme ça. Ouais. Ou alors, il y a plus grand monde sur le marché. Je ne sais pas. Ouais, mais n'empêche qu'on draft au poste 5. Donc, tu te dis, pourquoi tu prolonges Bryant, quoi. Oui, c'est vrai. Où est-ce que je peux partir, moi, pour ma deuxième stat du jour 15,2. 15,2, c'est le nombre de pick and roll, nombre de possessions terminées sur pick and roll par un porteur de balle par Miami cette saison. 15,2 par match, et le classement surtout, parce que le chiffre, on ne sait pas ce que ça représente, mais c'est 29e sur 30. 29e sur 30 cette année, donc Miami en termes de porteur de balle. Donc c'est extrêmement bas, et la seule équipe qui fait moins bien, c'est Denver, en fait. Il n'y a que Denver qui fait moins de pick and roll, en tout cas qui termine moins de possessions par match avec un porteur de balle sur pick and roll. Bon, Denver est un cas à part, un peu comme les Kings, parce qu'il y a une structure d'équipe qui est très différente, et encore que les Kings, qui étaient aussi derniers l'an passé en 2023, ils sont un peu améliorés cette année, mais bref, c'est une autre histoire. Mais voilà, il y a un peu ce côté attaque atypique. Et là, avec Miami, pour moi, il y a deux façons de voir les choses. Je pense qu'il y en a une où, en effet, ça reflète assez bien la polyvalence de cette attaque. Le fait que c'est une attaque qui peut un peu tout faire, qui peut un peu toucher à tout, donc très peu de pick and roll, qui est un peu l'exercice classique par rapport à plein d'autres équipes NBA, pas tant que ça, à peine 15 par match, donc on a dit, mais c'est parce que c'est aussi une équipe qui peut attaquer de plein de manières différentes, avec un coach offensif extrêmement créatif, mais surtout très stratège, en fait. Il sait comment attaquer, il sait quoi attaquer, il sait quelle action utiliser pour attaquer et pour cibler un tel ou un tel. Donc ça, il y a cet aspect-là, et donc on a une équipe de Miami qui fait peu de pick and roll, mais finalement qui peut aussi attaquer sur post-up avec plusieurs joueurs différents d'ailleurs, sur dribble and-off, sur des jeux en sortie d'écran, sur l'isolation, sur du five out aussi avec Bam Adebayo, évidemment. Ouais. Donc voilà, je pense que le verre à moitié plein, on va dire, c'est cette très belle diversité d'attaques, je trouve, où on a, comme dit, un des meilleurs coachs de NBA qui est chirurgical et qui est un savant fou pour moi. Donc une attaque qui peut à peu près tout faire, c'est bien. Peut-être que le verre à moitié vide, c'est encore une fois de dire...
peut-être que dans ces cas-là, tu parlais de Butler qui manque des matchs parfois, mais même quand il les joue, on est clairement sur un Butler qui, peut-être on voudrait un peu plus d'usage, comme on dit, de volume de responsabilité, ou alors si c'est pas lui, parce qu'il est trop vieux ou parce qu'il veut se conserver un peu la santé, etc. en saison régulière, et de toute façon il a jamais eu un haut volume en saison régulière, mais on aimerait aussi peut-être l'ajout de, justement, d'autres porteurs de balles de qualité, parce que c'est bien de savoir faire plein de choses, c'est bien d'avoir une option de post-up, une option de dribble and off, de 5-out avec Adebayo, de off-screen avec Duncan Robinson, etc. Mais c'est vrai que peut-être aussi une manière d'améliorer cette attaque, ça pourrait être aussi d'aller chercher des porteurs de balles de qualité pour juste augmenter cette fréquence, parce que c'est un exercice très classique, mais qui peut finalement générer pas mal de points du moment que tu as un bon spacing comme le Heat peut l'avoir aussi. Ouais, t'es dépendant aussi d'un joueur qui est, comme tu l'as dit, qui est porteur de balles. Et c'est vrai qu'on reproche souvent à Jimmy de s'effacer un petit peu en saison régulière. Après, c'est son style de jeu. Le problème, c'est que t'as personne d'autre qui est vraiment capable de prendre le relais. Et là, on en revient sur le transfert qui a eu lieu. Et puis, moi, j'en parlerai après, je pense, sur ces deux joueurs-là que tu as sur les postes 1 et 2. C'est problématique parce que, après, comme tu l'as dit, on a plein de possibilités, mais c'est aucune possibilité où tu es élite. Ouais, c'est ça. Tu vois, typiquement, Dallas, tu lances un pick and roll avec Luka, tu sais que tu vas t'en sortir. Miami, t'as plein de choses, et là, tu vois notre fréquence d'isolation, ou par exemple les end-off, c'est quelque chose qu'on voyait souvent avec Bam Adebayo. Là, en saison régulière, il l'a moins fait. Ouais. Et en playoff, vu que Jimmy était plus là, le pourcentage de end-off, il a augmenté. Mais t'as plein de petites armes, mais t'en as aucune qui va te sortir des problèmes si tu sais pas quoi faire. Tu veux dire que Dallas, ils savent faire qu'un truc, mais ils le font tellement bien que ça pose pas de problème, alors que Miami peut toucher à tout, mais pas à un niveau très bon nulle part, quoi. En fait, pas un niveau d'élite, en tout cas, nulle part, quoi. Ouais. Ou alors le niveau d'élite, c'est Jimmy, tu lui donnes la balle, il va agresser le cercle, mais je veux dire, là, pour le coup, il était pas là, donc c'est pas un truc sur lequel je peux compter. Ouais. Non, mais comme dit, deux manières de voir, c'est la polyvalence versus le... Ouais, mais c'est bien d'être polyvalent, mais on aimerait quand même bien avoir un mec qui force un peu plus, quoi. Et je pense que c'est aussi... on comptait sur Lillard, tu vois, mais raté. Oui, évidemment, tu peux en compter sur Lillard, mais je me demande à quel point on n'est pas aussi à l'intersection de la fin d'un cycle et le début d'un nouveau aussi, avec un Kyle Lowry qui était devenu... qui était toujours aussi brillant défensivement, mais qui, offensivement, on voyait que c'était un peu la fin, quoi. Et à quel point, tu vois, tu prends l'équipe il y a 1 ou 2 ans, ou même quand il arrive, voilà... Tu comptes un peu plus sur un Kyle Lowry, non pas à son prime à Toronto, mais qui est quand même un joueur de pick and roll beaucoup plus fréquent que ça, quoi. Et là, c'est juste que c'était un peu la fin pour Lowry, qui, offensivement en tout cas. Et puis Terry Rozier est arrivé, et puis il y a un peu Tyler Hero, mais c'est peut-être pas assez, quoi. Ouais, non mais... On est d'accord. C'est exactement le problème. Eh bien, avançons si tu veux bien. On peut passer à ta 3e stat du jour à nous présenter. Quelle est ta 3e stat du jour pour le Miami Heat 2024 ? Je vais changer l'ordre que j'avais du coup pour rester un peu sur cette attaque et être encore un peu négatif. Notre principal problème à Miami, je pense, plus que la transition encore, où là on est quand même moyen malgré tout, c'est 2 choses qui se lient un petit peu. C'est le drive et la finition cercle. Ouais. Ça, je pense que c'est le principal problème de Miami. C'est que on est incapable de faire ça. Je veux dire, notre fréquence au cercle, elle est parmi les pires de la ligue. On est 28e, 28% de fréquence. Et notre réussite, elle est catastrophique aussi. On est 25e, 63%. Et c'est quelque chose d'hyper compliqué parce que du coup, si t'es incapable de driver de manière performante, j'ai envie de dire. Là, on l'a vu contre Boston. Hein, ils ont mis quelques mecs en termes de rideau sur les premiers trucs. Ils ont dit vous allez shooter. Sauf que quand tu trouves pas le rythme, tu peux pas shooter correctement. Et notre incapacité à driver, à aller au cercle, que ce soit en termes de fréquence ou en termes de réussite, c'est un vrai gros problème. Ça l'est depuis quelques temps. Et limite, en fait, je trouve que la meilleure équipe de Miami qu'on ait eue à l'époque de Jimmy Butler, c'est quand on avait Goran Dragic, quand on va en finale contre les Lakers. Sur ces playoffs-là, ouais. Goran, pour le coup, lui, c'était un gros driver. Il était capable d'apporter ce truc-là. Et je pense que jamais on a été pas aussi complet mais aussi fort sur notre polyvalence et notre réussite globale. Et forcément après lui s'est blessé, Bam s'est blessé, donc c'était fini. Mais il a apporté ce truc-là qu'on n'a jamais réussi à retrouver depuis. Et voilà, 53% de nos points sont sur drive, on est avant-dernier.
notre réussite, elle est vraiment bof. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un gros problème et personne n'arrive à faire ça. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on voulait Lillard cet été, parce que lui, il est capable de le faire. Ouais. Donc, c'est un vrai problème. Pour le coup, je pense que c'est quelque chose où on n'a pas la solution. La transition, on l'a, c'est juste qu'on la fait pas. Mais là, en termes de drive et de cercle, on l'a pas, quoi. Excepté Jimmy, mais ça... Un côté un peu tranchant en fait dans le drive notamment parce que c'est vrai que le joueur principal en attaque c'est Butler, il y a Bam aussi, mais Bam on est plutôt intérieur et c'est une manière d'initier l'attaque un peu différente, mais les autres porteurs de balle on va dire c'est Tyler Herro et donc Terry Rozier qui sont je pense les alors deux créateurs offensifs certes, mais peut-être 2 des 5 ou 10 pires drivers de NBA mécaniquement parce qu'ils n'ont pas la taille, ils n'ont pas la longueur de bras et voilà, vous allez voir les chiffres, c'est 2 des pires drivers de NBA. Alors peut-être Herro un peu moins pire parce qu'il a ce toucher de balle et ce flotteur en fin de drive, mais il va jamais jusqu'au panier et voilà, on est clairement plus c'est pour ça que j'associe le... Non, pardon, je te coupe, je suis désolé. Vas-y, j'en prie. C'est pour ça que j'associe le côté drive au côté finition cercle. Ouais, parce que effectivement, tu l'as dit, Herro il est capable de finir à mi-distance. Et d'ailleurs, notre base de jeu, c'est le mi-distance. Mais si t'es pas dans ce domaine-là élite, mais élite de chez élite comme Phoenix peut l'être, ça va pas être rentable à la fin. Et quand finalement Herro va au cercle, j'en parlerai peut-être après, il s'en sort pas. Il arrive pas à finir correctement. Donc ça en devient un problème. Ouais, et puis tu vois, c'est un peu... alors c'est bien d'avoir le pli flotteur pour punir une défense en drop, par exemple, et de s'arrêter à mi-distance, mais ça a aussi des conséquences autres qui sont que t'es pas capable de carrément faire péter la défense, quoi. C'est bien de prendre ce petit tir à mi-distance, mais ça n'a pas le même impact en termes de aimant à défenseur, en termes de création de décalage, qu'un mec qui est capable, qui est la menace, est capable d'aller jusqu'au panier, où tu forces des rotations, tu forces une aide en deuxième rideau, et donc tu peux kick out. Donc il y a aussi ce truc où je trouve qu'il n'y a pas le même tranchant que d'autres drive and kickers peuvent avoir, parce que eux ils sont vraiment tranchants, et donc il y a un peu ce côté perforer la défense et puis ressortir, et donc c'est comme ça que tu crées du jeu aussi, quoi. Et on a 2 drivers qui sont assez timides finalement avec Rozier et Herro. Mais oui, en effet, c'est un peu tout le problème de drive, et sachant que comme on a dit, Butler peut le faire, mais pas trop en saison régulière et avec un faible taux, et que Bam Adebayo c'est un peu différent. Donc oui, attaque polyvalente qui peut toucher à tout, mais qui manque de ce tranchant, quoi. Finalement, on peut le formuler comme ça. Tu peux, non, mais si t'as des chiffres sur Tyler Herro sur drive, vas-y, je t'en prie, tu peux les dire maintenant, sinon. Alors j'ai sur Drive si tu veux. Moi, j'étais parti pour ma 5e et dernière stat sur plus général, mais je vais te donner les stats sur Drive. En termes de finition au cercle, donc je parle de finition au cercle, pas de Drive, parce que pour le coup, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est ça. Sa finition au cercle, en termes de fréquence, elle est de 13%, donc c'est 14e centile, c'est un des pires de la ligue sur son poste. Et en termes de réussite, cette année, les années précédentes c'était un peu mieux, mais cette année il a 52% de réussite au cercle, c'est 16e centile. Donc vraiment, un des pires de NBA et de très loin. Et puis qui ne va pas tant que ça chercher des fautes non plus. Hein. C'est pas quelqu'un qui attaque le contact. Hein. Voilà. Il est excellent pour faire ses lancers francs, pour les rentrer. Par contre, il va pas en chercher tant que ça. Ouais. C'est tout le profil. Mais après, peut-être on pourra en parler, ou peut-être on peut le faire maintenant, mais tu penses pas qu'il y a une possibilité d'échange avec toutes ces pièces un peu avec des contrats de taille moyenne du genre Tyler Herro qui est autour quoique 30 millions, c'est pas de taille moyenne, c'est un peu gros, mais tu vois Duncan Robinson qui a 20 millions aussi, Rozier qui a été récupéré mais qui est aussi à 20 millions et qui pourrait être refourgué aussi. Là encore, je sais pas à quel point c'est le front office qui veut pas dépenser ou qui est content de l'effectif, ou à quel point on attend la bonne opportunité et avec ces contrats on peut s'offrir une star si on met ces contrats plus plein de tours de draft, quoi. Moi je suis persuadé que tu peux aller chercher quelque chose. Est-ce que tu peux aller chercher un truc parce qu'on n'est pas trop bien au niveau des tours de draft, on est un peu bloqué par rapport à ça, mais je pense que tu peux aller chercher, mais peut-être pas forcément le joueur élite que le front office aimerait bien avoir. Tu vois, un Lillard, un Mitchell, etc. Je suis pas sûr que tu puisses aller chercher. Alors est-ce que ça vaut le coup de bouger un peu latéralement ou d'améliorer un peu? Je suis pas sûr, mais moi ce qui m'inquiète c'est qu'à l'époque quand tu pouvais bouger, ils l'ont pas fait. Ouais. Ça m'a inquiété. Aujourd'hui, je pense que t'as plus forcément la possibilité de le faire parce que la cote de Tyler Herro elle a baissé. Et encore une fois, je vais être dur avec lui aujourd'hui dans le podcast. Je l'ai été et je le serai encore après. Malgré tout ça, ça reste un très bon joueur en fonction de où on met la barrière. Très bon joueur NBA. Typiquement, c'est pas un joueur qui aujourd'hui correspond à l'effectif de Miami.
Je pense que c'est compliqué parce qu'on n'est pas très bon offensivement et lui a besoin un peu d'espace. Mais si c'est un mec, nous on en parle souvent, si c'est un mec que tu mets à Utah avec Will Hardy, il va tourner à 27 points par match. Ça, je suis quasiment sûr de ça. C'est juste que les deux ensemble, ça correspond pas forcément. Et c'est pas contre lui, c'est juste que c'est compliqué, quoi. Mais oui, effectivement, moi, je pense que tu peux trouver un pack. Peut-être pas d'un joueur que t'aimerais, mais tu peux, hein. Il y a de l'argent et c'est pas des joueurs forcément que tu vas ne pas aimer, hein. Sincèrement, c'est des bons joueurs NBA, donc. Est-ce que tu le fais l'échange Tyler Hero pour Jordan Poole? Ou tu le fais pas? Moi, je le fais pas parce que j'aime pas Jordan Poole. Je sais que toi, tu l'adores, mais on en a déjà discuté. Moi, je le déteste. Donc, niveau drive, il est quand même mieux que Hero, hein, niveau drive. Oui, bien sûr. Non, mais alors, blague à part, parce qu'il sort d'une très mauvaise saison, mais tu vois, à contrat équivalent, sans aller chercher un Mitchell, mais je pense à des profils un peu plus driver, comme Brogdon, ou éventuellement un Colin Sexton, ou tu vois, un mec qui serait un peu de ce statut, de ce niveau, mais avec un profil différent de vraiment Rozier et Hero, qui sont vraiment plus pull-up que drive, quoi. Voilà. Moi, tu vois, typiquement pour Sexton, même si je suis pas trop fan, je pense que je le ferais, le trade. Ouais. Brogdon, nous on le voulait, hein, mais encore une fois, s'il fallait négocier avec Portland. Portland et Miami, c'est un peu mort, quoi. Maintenant, c'est Washington, ça va. Il est à Washington. Oui. À l'époque, quand il était à Portland, ouais, bien sûr. Mais oui, typiquement, là, on avait un peu de Wright qui était à Miami. Là, il est parti à Milwaukee, mais pour le coup, c'était un meneur. Oui, Delon Wright, qui était chez vous, qui nous, on avait le frère il y a quelques années. Ah oui, Dorel, à l'époque. Et on a récupéré du coup Wright en cours de saison, et typiquement, c'est un meneur qui apportait quand même une sécurité en termes de perte de balles, etc. Donc, c'était très appréciable aux côtés de Tyler Hero. Mais ouais, contre Sexton, etc. Là, il y a pas mal de... Nous, on a discuté entre nous sur Miami de France. Qu'est-ce que tu fais si tu as une possibilité de monter un trade pour Lavine? Ou Lavine, je sais jamais comment on dit. Moi, Lavine, j'ai peur de son genou. Mais en même temps, c'est un bien meilleur joueur que Tyler Hero, tu vois. C'est compliqué parce que c'est pas parfait. Moi, j'aime bien plus que la moyenne, je pense. Après, il faut aussi réfléchir c'est une question de timing, mais tu vois, là, Mitchell vient de re-signer. À mon avis, il sera pas échangé dans les 6 mois qui viennent. Kevin Durant aussi, ça m'étonnerait. Enfin bref, c'est une question de timing, hein, les opportunités de superstar. À quel point il faut se dire non, on le fait pas parce que c'est pas le coup parfait et que il y a des compromis, c'est loin d'être parfait comme coup. Et à quel point il faut pas se dire aussi 34 ans Butler, on va pas non plus attendre 5 ans. On a une opportunité, on essaie de la prendre, quoi. C'est le côté, il faut prendre des risques. Tu rates, mais t'as tenté le truc. Là, on a l'impression qu'ils essayent pas. Et ça, c'est un peu dommage. Parce que Sam, il aime bien dire, Sam Fidoway, que tout le monde connaît maintenant, il aime bien dire, nous, on a Bam Adebayo. En fait, c'est ça notre joueur. À nous, limite plus que Jimmy. Bam Adebayo, c'est un mec qui est de Miami, qui est né à Miami, c'est le nouveau Udonis Haslem, etc. Oui, d'accord. Mais si tu fais pas les efforts pour rester compétitif et être bon, Bam, il va se barrer à un moment. Il va aller jouer avec ses potes du côté de, je sais pas, avec Mitchell, avec Lillard, avec Tatum, ils sont potes avec Tatum. Mais je veux dire, il faut aussi que tu prennes en compte le fait que même si Bam il est de Miami, il faut que tu sois au niveau pour lui fournir une équipe compétitive. Jimmy Butler, t'as plus que 2-3 ans. Mais Bam Adebayo, faut voir sur le long terme aussi avec lui. Donc tente des choses, rends l'équipe compétitive pour que lui, il se plaise entre guillemets ici. Et voilà, je dis pas qu'il va partir, c'est pas ce que je dis, mais tu mets plus de chances de ton côté qu'il reste si ton équipe elle est compétitive, quoi. Ouais. J'espère que d'ici que le podcast sera publié, on n'aura pas eu un sign and trade de Butler du côté de Utah, par exemple. Mais... non, l'équipe va pas bouger, hein. Je peux déjà te le dire, à mon avis, ça paraît peu probable. Alors, je te sens un peu déprimé. Je vais partir, moi, à ma 3e stat du jour. Je vais partir un peu positif. Moi, c'est 0,84. 0,84. Qu'est-ce que c'est? C'est un ratio de playmaking de Duncan Robinson. Et je voulais parler de Robinson que j'adore aussi. Hein. Duncan Robinson, j'aime beaucoup. Qui nous fait une saison, il réémerge un peu, totalement, même, puisque l'an dernier, il était quand même en grande difficulté. Même sorti de la rotation à un moment donné. Il était 16 minutes par match sur la saison et que 42 matchs. Et c'était pas que des blessures. Il me semblait, il était aussi, il avait été un peu écarté, revenu en force sur les playoffs 2023, on s'en souvient, et là on est dans cette continuité-là, c'est-à-dire que l'efficacité générale, efficacité retrouvée enfin depuis 3 ans,
On est de nouveau à plus 6% d'efficacité par rapport à la moyenne, donc ça déjà c'est bien. Comment est-ce qu'il fait ça aussi avec 40% à 3 points quasiment sur cette tentative par match? De nouveau, c'est le meilleur score depuis 2021, je crois. Donc voilà, efficacité au shoot retrouvée pour un shooter d'élite, un des meilleurs de NBA. 28 minutes par match aussi, comme dit. Donc un gros temps de jeu. Et donc ce fameux ratio de playmaking qui fait un peu partie de ce nouveau Duncan Robinson, plus que le shoot qu'on connaissait, plus que l'efficacité, plus que le temps de jeu, etc. Le ratio de playmaking, donc qu'est-ce que c'est? C'est juste l'assist percentage divisé par le usage percentage, donc en français, en fait, le ratio de à quel point tu fais des passes par rapport à quel point tu as un nombre de ballons à gérer. Voilà, c'est grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Le chiffre, encore une fois, on s'en fiche, mais ce qui est important, c'est où est-ce qu'il se situe dans le classement et par rapport à lui, à ses standards, et notamment, tu vois, donc 0,84, c'est le double de ce qu'il était en fait à ses débuts en NBA. À ses débuts, il était à 0,40 en fait, en arrivant en NBA en 2020, en tout cas sa première vraie saison 2020, 0,40, alors que là, 0,84, donc il a plus que doublé. Pour dire, c'est un ratio entre scoring versus passing, qui est au niveau de Jalen Williams, de OKC, Kevin Huerter, Paolo Banchero, qui est le playmaker aussi principal de son équipe, qu'un intérieur passeur comme Jalen Johnson, Devin Vassell, même Brandon Ingram, ailier passeur des Pelicans, qui est à 0,90. Voilà, on est enfin sur un profil qui est plus du tout unidimensionnel, mais qui a appris et qui a appris en fait ce passing. On l'avait déjà vu, comme dit, en finale NBA notamment avec contre Denver. Et je peux aussi te lancer, mais moi j'aime beaucoup ce joueur, notamment pour ça dernièrement, parce que pour moi il a passé un step up. C'est pas juste un shooter en sortie d'écran. Je trouve qu'il dribble un peu mieux, il est un peu plus capable d'aller au panier, et surtout donc il y a ce passing où en fait c'est bien de faire des sorties d'écran, mais maintenant quand il y a deux qui surgissent sur lui en sortie d'écran, il est aussi capable de faire la passe, et ça change tout, parce que avant tu le créais le décalage mais tu n'étais pas capable de l'exploiter. Maintenant si tu sais faire la passe, la bonne lecture, tu peux l'exploiter. Donc pour moi, on a affaire à un joueur qui est bon, on parle pas de All-NBA, All-Star non plus, évidemment, mais comparé à ce qu'il était, son rôle de ultra spécialiste, je trouve qu'on s'améliore, et donc ça me fait plaisir pour un joueur que j'adore, le voir un peu étoffer son jeu et ajouter ce passing à son shooting. Ouais, c'est ça. C'était ma stat suivante. C'est exactement. Ah mince, pardon. Le même truc. non, mais t'inquiète, c'est pas grave. C'est bien, c'est qu'on a les mêmes visions du truc. Je m'étais noté, et j'avais même mis depuis le début de sa carrière, il était toujours en dessous en termes d'assist par usage, en dessous du 45e centile. Là, il était à 72. Donc c'est en même temps. Donc t'avais exactement la même stat en plus. Alors non, moi ça c'était ma précision en dessous. Ma stat c'était 19% d'usage cette année. Ouais. Mais ça rejoint globalement le truc, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui maintenant est capable de passer, c'est plus un catch and shooter, c'est plus un catch and shooter simple, c'est un joueur qui est capable de créer après un shoot s'il n'est pas capable de shooter, parce que évidemment c'est toujours sa première arme, mais comme tu l'as dit, ce côté capable de passer, pas des choses élites, mais des choses simples, même sur du pick and roll, on a vu cette année qu'il était capable avec Bob même des fois de le lancer au alley-oop, et puis c'est toujours un très bon shooter. Nous on était inquiets avant parce que ça fait 2 ans qu'il mettait pas trop un pied devant l'autre, et l'année dernière il s'est fait complètement bloquer le passage par Strus, et là nous on s'est dit Strus il part à Cleveland, est-ce que Duncan il va être capable de le faire? On était inquiets par rapport à ça, complètement. Et pourquoi moi j'ai pris l'usage? Parce que comme tu l'as dit, son côté passeur, son côté shooter, et tu l'as dit à la fin, il est capable maintenant un petit peu de finir au cercle. Alors ça reste toujours une fréquence en dessous de 20%, donc faible en termes de centiles, mais ça monte. Et juste le fait de développer une polyvalence dans ton jeu fait que tu deviens plus dangereux pour l'équipe adverse. Et quand tu es un mec qui est capable de shooter aussi bien à 3 points, ça devient un danger permanent. Et nous, cette année, même si les stats de on-off ne le montrent pas forcément, pour nous, en tout cas les fans de Miami, on n'a jamais été aussi fort que quand Duncan était sur le terrain. Ouais. Parce que, effectivement, alors, t'as des on-off un peu moins bons parce que t'avais des blessures. S'il jouait beaucoup, c'est parce que t'avais d'autres joueurs blessés. Mais il apportait un peu une inconnue offensive qui apportait, justement, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, où c'était très mauvais, très lent, très tout ça. Lui, il apportait un peu de folie. Ça pouvait venir un peu de partout. Et cette année, pour le coup, il a été très bon. Et il est un peu de retour à son niveau de l'année 2020. Donc, vraiment un truc hyper positif dans cette saison, c'est ça, quoi. 2020 où il avait débarqué, il avait jeté à quoi, 43-44% à 3 points, donc je crois un score un score de malade, Kyle Korver-esque. Ouais. À 3 points, il était 45, 2019-2020. Mais de toute façon, il y a, à l'époque, je crois qu'il est non drafté, quand il fait un entraînement du côté de Miami, maintenant c'est drôle parce qu'il y a des Stephen Curry, etc. Mais à l'époque, l'entraîneur adjoint du développement à Miami, il a dit à Spo, il a dit, c'est
lui il a dit moi je suis pas d'accord, mais c'est le meilleur shooter que j'ai jamais vu de ma vie. Et c'est un excellent shooter, vraiment c'est un excellent shooter. Le problème c'est un peu ce qu'il y a autour. Mais là cette année il a vraiment progressé dans énormément de domaines. Pareil en défense, il a progressé, ça reste faible, mais c'est plus un trou noir comme ça a pu être le cas avant. Et du coup tu peux jouer beaucoup plus quoi. Tu sais que vous avez de la chance parce qu'il est sous contrat chez vous, alors qu'actuellement il aurait pu être assistant coach aux Lakers. Ouais. Vu qu'à l'époque, avant d'être d'être en NBA, tu sais, il avait envoyé un mail à The Ringer et à JJ Redick pour faire partie du podcast de JJ Redick. Bah lui, il a un podcast d'ailleurs, Duncan Robinson avec JJ Redick. Aussi, ouais. Mais donc, t'imagines s'il avait pas réussi chez vous, là, il serait assistant coach aux Lakers dans la team Redick. Non, mais pour être sérieux, pardon, il y a un côté hyper intriguant, je trouve, en tout cas fascinant avec ce joueur qui est que, en fait, il est arrivé en NBA avec des limitations, clairement. Il sortait, d'ailleurs, il a déjà 30 ans, par exemple. Ouais. Il a 30 ans. Mais donc un peu plus vieux, il avait un parcours en fac, je me souviens plus exactement, mais qui est des petites facs. Non, 3 ans à Michigan, pardon, je confonds avec quelqu'un d'autre alors. 3 ans à Michigan, mais des limitations, bref. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment est-ce que Miami l'a développé, et il y a beaucoup d'articles qui étaient parus à l'époque de son explosion, c'était de dire, finalement, on a pris Robinson, et plutôt que de dire, il sait pas faire plein de choses, et donc on va lui apprendre à faire ces plein de choses pour que ce soit un joueur complet, on va juste développer et pousser au maximum ce qu'il fait de bien. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont poussé le curseur et développé pendant 1 ou 2 ans ce côté shoot. Et ce qui a donné aujourd'hui, il a pu exister en NBA tout simplement parce que c'était un shooter d'élite, parce qu'ils ont développé ce côté-là. Non pas de rehausser les faiblesses, mais au contraire de dire, on s'en fiche, t'insistes au maximum sur le shoot et tu vas te faire ta place comme ça. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, une fois qu'il est installé en NBA, on voit aujourd'hui peut-être la deuxième étape qui a été de développer un peu le passing maintenant et un peu tout le reste du jeu. Alors, comme on a dit, c'est pas parfait. Le drive, c'est un peu plus qu'avant, mais en même temps, parce qu'il y avait vraiment rien avant, donc c'est toujours pas génial. Ouais. Mais on voit un peu, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais cette deuxième partie du développement où c'est pas tant, on va encore renforcer le shoot, ça y est, on commence un peu à essayer de toucher à tout et de le diversifier en fait. Ouais, il y a le côté où ça y est, c'est un shooter élite et surtout connu dans la ligue pour ça. Enfin, je veux dire, il est défendu comme un shooter élite, donc ça lui permet de faire d'autres choses aussi. Il y a des shooters, t'en parlais beaucoup au niveau d'OKC, ils sont en réussite, ils rentrent leur tir, mais ils sont pas encore défendus comme des shooters élites. Ouais. Là, Duncan Robinson, c'est le cas. Donc forcément, il ouvre d'autres portes. Et tu l'as bien dit, c'est une deuxième partie de développement. C'est qu'une fois que ça, tu sais le faire parfaitement, c'est pas que t'as pas besoin de le travailler, c'est que c'est bon. Le truc, il est ancré. Maintenant, tu développes autre part pour avoir plus de cordes à ton arc. Et puis, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est Miami, ils ont pas forcément de choses élites, mais lui, pour le coup, il l'a, quoi. Et ça, tu sais que tu peux compter dessus. Alors là, pendant 2 ans, il y a eu des gros trous noirs, mais c'est un mec qui marche beaucoup à la confiance aussi. Et c'est aussi pour ça que nous, ça nous énervait cette année que, quand Tyler Hero revenait de blessure, Duncan, il ressortait du 5 et il revenait sur le banc, alors que c'est un mec qui travaille à ça, à la confiance qu'il a. Et en plus, quand il jouait, il était bon, quoi. Donc, nous, on comprenait pas trop. Mais pour le coup, ouais, c'est un joueur qui nous apporte tellement, on en a tellement besoin offensivement de ce mec-là, quoi. Donc. Ouais. Oui, puis je pense que les gens s'en rendent peut-être pas compte parce que c'est pas un profil classique, mais pour moi, c'est un moteur d'attaque, même si c'est de l'attaque indirecte, en fait. On pense souvent en sortie de banc ou en créateur d'attaque. Bon, là, il faut que tu aies un mec qui sache jouer le pick and roll, qui sache créer du jeu comme ça. En fait, Robinson, maintenant qu'il a le passing, ça devient un peu un moteur de création, non pas direct, mais indirect, de par son jeu sans ballon, plus le passing à la fin. Mais c'est ce qui permet aussi de créer des décalages et de créer un peu être pas tout le temps, mais parfois aussi le moteur de cette seconde unité, de par en fait cette dangerosité et cette création de décalage qui mène à du jeu en fait. Donc c'est d'autant plus important, je trouve. Et puis en plus, c'est un mec qui peut aussi, de par son shoot, être totalement aussi combiné avec les titulaires sans problème. Donc il y a un peu cet avantage. Il est encore sous contrat 24-25, payé 19 millions l'année. 2 ans. J'avais lu, je sais plus qui, un GM qui disait que personne ne voulait du contrat de Robinson. J'étais un peu choqué parce que pour moi, c'est quand même pas si cher que ça pour le joueur qu'il représente, quoi. En fait, il y a 4 ans, quand il avait un contrat de 4 ans à 20 millions en moyenne l'année, c'était un contrat qui était dur à bouger parce que aussi, il était plus si performant que ça, c'est les 2 dernières années. Là, je pense qu'un joueur qui est performant, qui commence à avoir une certaine polyvalence, qui est capable de rentrer ses shoots extérieurs de manière élite, et qui a plus que 2 ans de contrat à 20 millions, je pense que au contraire, ça devient un contrat qui est très intéressant. Mais le basculement, il se fait finalement, la ligne, elle est fine entre les deux. Tu vois, donc. Et lui, on pense que s'il y a un méga trade, a priori, il doit être dedans, on pense, en tout cas, vu la taille du contrat, on est d'accord. Bien sûr, je pense. Mais en même temps, tu vois, t'en parlais, il est très utile à l'équipe parce que ce soit sur du end-off avec Bam, lui, il est capable
Oui. Voilà, soit de shooter derrière le hand-off ou l'écran de bam, soit maintenant il est un peu capable de driver derrière. Là-dessus il est fort. Et aussi ce que tu disais, c'est que c'est un des rares joueurs qui apporte du mouvement dans l'équipe. Ça, il n'a pas tant que ça finalement. Ouais. Lui, il le fait, et finalement, quand tu as une équipe qui en attaque est assez stable, assez fixe, c'est compliqué d'attaquer. Tu crées pas les décalages, tu forces pas la défense à faire des rotations, etc. Lui, il le fait. Et donc, je peux te lancer, quelle est ta 4e stat du jour à nous présenter pour le Miami Heat 2024 ? Du coup, j'ai fait un peu de positif, donc je reviens sur du négatif. Là, c'est un ensemble, on en a déjà beaucoup parlé, donc ce sera plus rapide, mais c'est un ensemble, un binôme, j'ai envie de dire, qui pour moi est un problème. Alors les copains de Miami de France sont pas forcément d'accord avec moi là-dessus, donc je parlerai que pour moi pour le coup. C'est 92 et 96 comme stat. 92 et 96, c'est les True Shooting Plus de Terry Rozier et Tyler Herro cette année. Et alors, moi je suis pas fan du tout de Terry Rozier. Dans l'équipe, les copains sont plus fans. Je pense juste que personnellement, c'est des joueurs qui sont capables de rentrer des gros shoots, des shoots un peu hasardeux, mais je suis pas sûr que tu puisses t'en sortir dans une équipe quand t'as deux joueurs qui sont quand même sensiblement identiques sur tes postes 1 et 2. Pour moi, c'est un problématique, d'autant qu'aucun des deux n'est efficace dans l'ensemble. Tyler Herro a été très, très efficace cette année sur le 3 points, mais sur les 2 points, sur le drive, comme on a dit tout à l'heure sur le cercle, c'était pas le cas. Terry Rozier, alors lui, pour le coup, il a une excuse, c'est que il arrive en cours de saison, il n'a pas eu d'entraînement, il n'a pas eu le temps de s'adapter à l'équipe, et en plus, il a été blessé. Donc, il a toutes ces excuses-là, mais sur le passif de sa carrière, ça me donne pas confiance dans la suite. Tu vois. Et je suis pas sûr qu'une équipe avec ces deux mecs-là sur le poste 1 et 2 au niveau des guards, qui ont un peu le même profil et qui sont vraiment pas bons défenseurs, ce soit quelque chose de positif. Et sur la fin de la saison, on a vu d'ailleurs que c'était difficile. Et quand les deux sont ensemble, on était une équipe, sur le peu de minutes qu'ils ont joué ensemble, c'est pas forcément un échantillon sur lequel on peut se fier, mais on était à -3 de net rating et 122 de defensive rating. Mais tout Bam qu'il y a derrière, il peut pas tout faire. Et ça, autant sur la fin de saison ça m'a inquiété, autant l'année prochaine ça va m'inquiéter aussi. Disons que là où c'est particulier, c'est que en fait c'est littéralement les deux mêmes profils, quoi. Alors quelques variations par-ci par-là, mais notamment Herro qui a un peu plus de toucher de balle ou ce genre de truc, mais on a deux joueurs qui sont des créateurs secondaires, tertiaires, qui sont des créateurs surtout de pull-up, qui ont un peu de passing, mais c'est pas la folie, quoi. Herro on a un peu plus, je trouve, tout de même, et qui ont des faiblesses qui pas du tout driver, pas du tout vont en contact et provoquer des lancers francs, et qui sont assez mauvais en défense, en tout cas qui peuvent être ciblés, quoi. Peut-être un peu plus Herro que Rozier tout de même dans ses bons passages, on va dire. Mais ouais, c'est exactement le même joueur, quoi. Et Miami il a 2 fois. C'est 2 fois le même joueur, un peu imparfait, même si je te rejoins, je suis plutôt team Herro que Rozier. Je pense qu'il y a un peu une différence tout de même. Mais alors j'avais aussi une stat là-dessus, je peux enchaîner. C'était 39%, moi. 39%, c'était le pourcentage de Terry Rozier en 2020, 21 et 22. Les 3 années combinées. Ouais. Et je voulais surtout parler de ça parce que, comme tu dis, Rozier a un passif. Et notamment quand il arrive à Boston, il arrive aussi pour ça, pour ce côté pull-up à 3 points notamment. À Boston ou à Charlotte ? Non, à Boston, et à Boston ça marche pas quand il se fait drafter, je veux dire. Ouais. Donc on commençait un peu à abandonner ça, et moi j'aimais pas du tout le joueur à l'époque, mais alors pas du tout, sportivement, quoi, je veux dire, après l'homme je le connais pas du tout, mais et il arrive à Charlotte et on se dit c'est bien, Charlotte il perd Kemba, il récupère Terry Rozier, mais il aurait peut-être valu mieux récupérer, et en fait mine de rien il se fait quand même, je vais pas dire se fait sa place en NBA, mais il montre un truc qui est assez valuable, je trouve. Donc c'est 3 saisons où, sur un haut volume de 3 points par match, 7 par match sur ces 3 saisons, 7 par match en moyenne, 39%. Et donc là, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un truc, s'il y a un truc, quoi, finalement. Il y a peut-être un truc intéressant plutôt que vraiment le joueur totalement inintéressant, qui est pas efficace, qui prend que des mauvais pull-up, qui met même pas ses 3 points, etc. Et je me dis, est-ce que ça peut pas aider aussi Miami, notamment, d'une certaine manière, notamment peut-être un peu plus côté catch and shoot que pull-up, où en effet ça n'a jamais été très efficace quand lui a eu des responsabilités à la création. Mais voilà, je me dis, ça peut au moins avoir ça, c'est-à-dire si on arrive à le recentrer, à faire baisser son volume par rapport à ce qu'on connaît en carrière
à faire baisser son nombre de responsabilités et donc peut-être faire augmenter son effort défensif plus cet aspect de 3 points, pour moi, on a potentiellement un 3&D de qualité presque, j'ai envie de dire, si la défense est vraiment là, hein, j'insiste, si la défense est là et si le 3 points est là, donc ça fait 2-6, mine de rien. Mais voilà, je voulais dire ça parce que c'est un joueur sur lequel j'étais pas fan du tout. Mais le shoot est arrivé, je me dis, bon, est-ce que ça peut pas être utile dans certains contextes, certaines séquences, certains line-up, avec la sauce magique de Miami où tout le monde se met un peu à défendre et à bien défendre en plus, au moins sur l'homme, ça peut être cool. Après, à quel point est-ce que là encore on n'est pas sur une pièce à échanger vu le contrat, je me pose aussi la question, quoi. Est-ce que vraiment c'est un plan long terme en fait pour Rozier? Ouais, comme tu l'as dit, je sais pas trop. On peut pas aller loin dans le futur, en fait. Tu sais pas trop. Moi, j'ai toujours été perplexe sur le joueur, mais vu qu'il y a quand même 4 des autres copains qui y croient, je vais y croire aussi. Mais moi, c'est pas Terry Rozier en lui-même. Sur le transfert de Kyle Lowry contre Terry Rozier, c'est quelque chose que je peux comprendre. L'idée. Ouais. Moi, ce qui me pose problème, et c'est pour ça que je les ai mis ensemble, c'est d'avoir les deux. Et du coup, ouais, je me questionne là-dessus. Outre le fait qu'en plus, j'ai des grosses questions sur, pas forcément l'hygiène de vie, mais ce qu'il y a autour de Terry Rozier, personnellement. Ça, je me demande quand même ce qu'il y a autour. On a des échos de ses amis proches qui font des grosses conneries. Tout ça, ça me rend perplexe, en fait. Et si demain, tu me dis, je traite Tyler Hero pour récupérer des compléments, des joueurs 3&D ou des gros drivers, etc. Ouais, c'est quelque chose que je peux concevoir. Mais les deux ensemble, je suis un peu perplexe. Vraiment, je suis pas fan du tout du joueur. Je me dis, bon, essayons de voir le côté positif. Est-ce que dans un bon contexte, un bon écosystème comme Miami l'est, est-ce qu'on peut pas essayer de réinventer donc un 3&D de qualité? Ça paraît pas mal. Et puis après, je me dis, a posteriori, j'aurais peut-être dû me le dire à l'époque, mais à quel point, parce que j'étais surpris que Miami, qui est quand même une très bonne franchise et tout, prenne un joueur que moi je trouve assez mauvais, mine de rien, jamais efficace, jamais bon dans grand chose à part le shoot, donc. Mais à quel point est-ce que c'était pas un move financier aussi? Tu vois, en fait, juste une question de rétention de valeur, comme on dit, parce que tu avais un Kyle Lowry qui allait être en fin de contrat, et donc plutôt que de perdre quelqu'un à la free agency, tu l'échanges contre un mec qui est encore sous contrat pour 1 an de plus au moins. Et voilà, comme ça, t'as pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu conserves un peu un contrat et un asset potentiellement pour échanger. Mais moi, c'est un peu comme ça que j'explique sans doute ce trade. C'est bon, ok, Kyle Lowry était vieux, etc. Et c'était la fin. Ok, mais je pense qu'il y avait peut-être aussi une motivation financière de plutôt que laisser le contrat se finir. Et puis ensuite, on pourra même pas non plus signer un free agent à la place parce qu'on est déjà au-dessus du cap. Juste, on fait de la rétention de valeur. Donc, on échange ce contrat finissant contre un contrat un peu plus long. Et quitte à après, plus tard, faire des échanges, quoi. Parce que en effet, je vois mal l'idée d'associer les deux, Hero et Rozier, long terme, dans cet effectif, quoi. Donc, je pense qu'on est potentiellement, là encore, hein, j'ai déjà dit, mais Robinson qui a 20 millions d'années sur 2 ans, Hero qui a 30 sur 3 ans et Rozier qui a 24 et 26 sur 2 ans. Je pense que là, on a des cartouches pour des trades. La question, c'est, comme dit depuis le début, il faut trouver le bon trade à faire, quoi. Et ça, c'est pas, c'est pas facile, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté transférable, ça c'est clair. Après, sur le côté financier, je sais pas. Je suis pas du tout un spécialiste là-dedans. Là, pour le coup, c'est Quentin chez nous qui maîtrise parfaitement les finances de la ligue. Et qui a fait d'ailleurs, si on peut faire un peu de pub, hein, si vous voulez voir QI Basket, il a fait un énorme document et tout pour toutes les finances de NBA, si vous voulez aller voir. Ouais, le Sean Marks du NBFR. Mais genre, le côté positif de Sean Marks, un peu le côté négatif. Mais lui, il disait la dernière fois que en fait, c'était mieux que ça. Lui, justement, il trouvait que financièrement, c'était bien, ce que Miami a fait, dans le sens où c'est pas un échange pur de contrat, dans le sens où finalement, tu gardes, tu le perds pas contre rien. Mais c'était Kyle Lowry, il va partir cet été, il est fin de contrat, ça se trouve, on le gardera pas. Là, tu échanges et c'est positif dans le sens où Miami veut dépenser de l'argent. Il n'est pas dans ce côté, parce que nous on a eu peur à cause du Covid, parce que notre propriétaire a perdu beaucoup d'argent. Mais on avait un peu ce côté de, est-ce que Miami va toujours être capable et va avoir l'envie de payer des taxes voilà, là on est complètement bloqué, vraiment avec nos contrats, on est full, on peut plus rien faire. Mais on est au niveau du second apprend d'ailleurs. Mais Miami a tout de même fait ce trade en prenant le risque de payer des taxes pour avoir un niveau sportif quand même intéressant. Tu vois, donc finalement, ils ont quand même pris le risque de le faire et pas de jouer la sécurité financière en termes de pas trop de dépenses de taxes. Donc, moi, ça me va, quoi.
Eh bien, très bien. Voici pour Terry Rozier. Donc, je peux passer à ma 4e stat du jour pour aujourd'hui. Tiens, je vais prendre celle-ci que j'aime beaucoup. C'est 4,7. 4,7, c'est le nombre de tirs défendus proches du panier par Bam Adebayo par match cette saison. 4,7. Autant dire qu'on est sur un chiffre qui est comparable, notamment autour de lui. Il y a des gens comme Paul George, qui a 5,6, Anunoby, 4,8, Alex Caruso, 4,3. Voilà, et donc en fait vous aurez compris que c'est pas un chiffre de tir défendu autour du panier qui est si haut que ça. On est même au niveau de certains ailiers défensifs. Bon, Paul George 5,6, mais c'est peut-être le meilleur défenseur off-ball parmi les postes d'ailier, donc ça explique ceci, mais pour vous dire donc aussi, on est loin des standards de pivot habituels. Donc notamment, les tout premiers, c'est on a du Brook Lopez qui a plus de 8,4 par match, tir défendu autour du panier en moyenne. Wembanyama 8,3, Porzingis et Gobert qui sont à 7,8 par match. Donc Adebayo avec son 4,7, on est très bas. Et en fait, j'aimais bien, je voulais citer cette stat et je l'aimais bien parce que ça montre aussi, ça illustre assez bien en fait les schémas de Miami et de aussi comment est-ce qu'il faut lire ou ne pas lire justement l'impact d'un Bam Adebayo dans le sens où pourquoi est-ce qu'il défend moins de tirs au panier, parce qu'on a des schémas défensifs qui sont en fait très différents de pas mal d'équipes, c'est pas du tout des schémas traditionnels, on est vraiment sur une défense en switch la majorité du temps, alors mixé un peu avec d'autres trucs, parfois lui-même il fait du drop ou des edge ou des trucs comme ça, mais grosso modo on est globalement sur une défense très, très polyvalente qui accepte beaucoup le switch. Donc forcément, dans ces schémas-là, oui, il va pas être souvent proche du panier et donc il va pas être forcément autant que les autres en position, autant que les autres pivots, autant en position de défendre des tirs au panier. Donc c'est aussi ça que montre ce chiffre, c'est que il en fait moins, mais aussi parce qu'il a moins de pointuité. Et par contre, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que mine de rien, pourquoi est-ce que ces schémas fonctionnent ? C'est parce que c'est la clé de voûte de cette défense et que justement, son incroyable polyvalence permet à Miami de faire ces schémas. Et donc c'est des schémas à la fois qui peuvent switcher sur le ballon, mais même qui sont extrêmement dynamiques et agressifs off-ball, avec plein de stunts, plein de mecs qui viennent dans la raquette ou en tête de raquette boucher l'espace, etc., etc. Donc beaucoup de mouvements et beaucoup d'agressivité. Et ça, en fait, c'est rendu possible parce que tu as un pivot qui s'appelle Bam Adebayo et que tu peux pas le faire avec un Gobert, tu peux pas le faire avec des pivots plus grands, plus traditionnels, des Lopez. Tu peux pas, en fait, parce qu'ils sont pas capables de faire ce genre de mouvement, ce genre de switch, ce genre de stunt, de rotation agressive, d'activité off-ball, en fait, très simplement. Donc, voilà, c'est aussi pour rappeler ça, pour rappeler ce côté schéma, et qu'on peut pas lire, en fait, l'impact de Bam un peu comme on lit un peu classiquement l'impact d'autres pivots défensifs. Si on va très simplement comparer le nombre de tirs contestés au panier, ou l'efficacité, même l'efficacité au panier autorisé, quand il est sur le terrain, que je retrouve ma fiche, la voici. Oui, c'est ça. 68%, 109% d'efficacité autorisée au panier, lorsque Bam est sur le terrain. Et tu dis, en fait, c'est dans le 26e centile, donc à peine mieux que 26% des autres joueurs à son poste, des autres pivots. Bon, c'est une trop grande efficacité autorisée, quoi. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y est pas souvent au panier. Donc, on peut pas le lire comme ça, l'impact. Par contre, si on dézoome et qu'on peut pas regarder, comme avec des pivots classiques, à droite, à gauche, des petits éléments comme ça autour du panier notamment, tu regardes les chiffres plus généraux, et on peut les lire que comme ça dans des schémas aussi bougeants, en fait, quand il est sur le terrain, on est dans le 89e centile, la performance défensive quand lui est sur le terrain, de son équipe évidemment, donc mieux que 89% de tous les autres joueurs à son poste notamment, et même sur demi-terrain, 88e centile. Bref, on est sur un pivot d'élite qui, encore une fois, je répète pour conclure, mais on peut pas totalement lire aussi facilement que pour un rim protecteur classique l'impact, parce que en fait il y a des schémas différents et donc on peut pas aussi facilement aller piocher des chiffres comme ça, notamment autour du panier, quoi. Ouais, et puis ouais, tu l'as hyper bien dit. Au début, je savais pas trop vers où t'allais quand t'as donné la stat. Je me suis dit, mais c'est un peu bizarre la protection du cercle parce que c'est pas du tout son truc. Même si cette année, il y a eu beaucoup plus de drop que par le passé, moins de zone, moins de switch, etc. Mais ça, c'était un ajustement, je pense, de SPO parce que par rapport au roster, t'avais pas le choix, je pense. Ouais, puis selon les match-up aussi, genre si tu défends sur un porteur de balle nul, tu fais un drop et ça passe, quoi. Ouais. Et puis en fait Bam, j'ai pas pris de stats sur lui, c'est vraiment un point positif cette année, mais j'ai pas pris de stats parce que c'est dur de trouver une stat positive qui représente ce qu'il a fait. Limite, il y a plus de stats négatives cette année, sauf qu'il faut pas les lire comme concrètement comme tu les vois. Là, typiquement, tu prends son night rating cette année, Miami est meilleur quand il est pas sur le terrain, mais c'est complètement faux. En fait, c'est juste que défensivement, c'est lui. L'équipe, c'est lui. Si lui, il est pas là, tu prends l'eau de partout. Tu prends l'eau de partout. Et tu l'as très bien dit, la protection de cercle, les chiffres ne montrent rien parce que, en fait, il est soit sur le meilleur joueur adverse, soit en tête de raquette, il empêche justement le drive. Il y a tellement de choses où il est hyper fort en termes de switch, etc. Et surtout, il y a un truc qui
ne peut absolument pas s'inscrire dans des stats, ou alors c'est pas une stat que je maîtrise et que je connais, mais il bouche tellement de trous, tellement de retard de rotation de ses coéquipiers, tellement de trucs. Et ça, c'est quelque chose que tu peux que voir en fait avec les images. C'est pour ça que nous, on parle énormément via des stats, etc. Moi, le premier, toi aussi. Mais c'est toujours cette complémentarité avec les images. Et il est tellement dans le côté boucher. Ben, je me répète, mais boucher les trous que effectivement les stats ne montrent pas tout. Et c'est un des, si ce n'est dans mon objectivité légendaire sur Miami, c'est le meilleur défenseur du monde, quoi. Avec bientôt Victor. Mais ouais, c'est scandaleux ce qu'il est capable de faire de ce côté-là du terrain. Bah, c'est ça, et puis comme dit, c'est juste que avec ces schémas-là et ce profil-là, tu peux pas lire aussi facilement. Il n'y a pas cette béquille stat qui est pratique comme des protecteurs de panier un peu classiques. Bah, tu regardes les chiffres autour du panier et tu peux comparer ce que fait un Gobert par rapport à un Brook Lopez, par rapport à un Wembanyama. Voilà, c'est un métier comparable. Mais pour des Draymond et des Bam Adebayo, bah non en fait. Parce qu'en fait, ils sont tellement partout sur le terrain qu'il n'y a pas un endroit statistiquement, enfin un endroit sur le terrain où tu peux isoler et dire bah, c'est cette action qu'il faut cibler et donc on regarde les chiffres. Bah non, on peut pas. Donc pour ça qu'on peut que dézoomer et voir un peu le résultat final, c'est-à-dire le defensive rating, notamment quand il est sur le terrain ou quand il l'est pas. Même si ça aussi, ça a nuancé, c'est pas à prendre au pied de la lettre, mais voilà, mine de rien, tu vois, moi j'ai fait un podcast il y a quelques semaines en disant est-ce qu'on a encore besoin de pivots pour défendre un NBA, qui était un peu un titre un peu un peu provoquant, mais c'était en gros l'idée de se rendre compte qu'on n'avait pas tant que ça, on avait de plus en plus de défense d'élite sans forcément un pivot transcendant, et pourtant je trouve qu'il reste quand même quelques exceptions. Pour moi, on a Gobert évidemment dans ce rôle-là de un peu classique, mais parmi les exceptions, 3, 4, 5, peut-être Anthony Davis, mais je pense que là-dedans, je mettais aussi, je suis sûr, je mettais aussi Draymond Green et Bam dans ce côté. Ben non, ça se voit pas forcément autant parce que comme dit, schéma différent, mais ce sont les vraies clés de voûte de leur défense. Et voilà, si la défense de Golden State elle est transcendante, où elle peut être élite, c'est aussi quand il y a Draymond sur le terrain. Miami, c'est pareil avec Adebayo, quoi. Faut pas se laisser piéger par des chiffres de protection de cercle parce que c'est pas que ça leur métier. En fait, c'était un peu ça mon propos. Et justement, c'est marrant parce que je vais complètement changer de sujet et tout ça, mais je vais raconter ma vie privée. Hier j'ai un ami qui était chez moi et qui est fan de sport, mais pas du tout de basket. Vraiment, il suit un peu tout, mais pas la NBA. Et il me dit, de ce que j'ai pu comprendre, l'équipe de USA de basket qui va aux Jeux Olympiques, ils ont pris les meilleurs possibles. C'est la meilleure équipe de l'histoire. Bon, bref, on débat sur Dream Team, etc. Et il me dit, est-ce que tu peux me présenter les joueurs qui y sont et m'expliquer? Et là, j'arrive sur Bam Adebayo, justement. Et je lui dis, en fait, c'est pas le meilleur scoreur, c'est pas le meilleur créateur. Mais en mettant ce mec-là sur le terrain, tu sais que tu vas avoir une bonne défense. Et je veux dire, peu importe ce qu'il y a en face, tu sais que tu vas avoir la défense élite que tu recherches. Et en fait, c'est ça, Bam, c'est que c'est pas le meilleur scoreur. En plus, il a pas forcément un scoring qui est intéressant d'un point de vue rentabilité. Il est beaucoup sur du mi-distance. On va en parler. Ouais. Ah, ok. Mais en termes de défense, il y a rien à dire, quoi. Vraiment, t'as aucun point faible, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Oui, puis tu vois, le DPOY, c'est une question de narratif. Hein. C'est est-ce que tu as une défense qui est dans le top 3 cette année-là? Est-ce que tu as l'histoire qui va avec toi? Enfin, ce genre de trucs. Puis quelques équipiers t'as. Voilà, non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'il a pas eu de DPOY qu'il était pas à ce niveau-là, je trouve, quoi. Tu vois, il y a des années, Draymond Green aussi n'a pas eu le DPOY alors qu'il le méritait. Anthony Davis n'a aucun DPOY alors que c'est un des meilleurs défenseurs de ces 5 ou 10 dernières années, lui aussi. Donc voilà, c'est pas un marqueur non plus parfait, ce DPOY. Bah, regarde Duncan, regarde Pippen, etc. Voilà, Duncan aussi, ouais, effectivement. Mais alors justement, tant qu'on est sur Bam, je peux aussi enchaîner avec une autre stat avant qu'on fasse chacun notre dernière 5e stat de la saison, mais pour rester sur Bam, puisqu'on y est, j'avais aussi noté 58%. Ce n'est pas un pourcentage de réussite, c'est un pourcentage de panier assisté pour Bam Adebayo. Donc après le très bon, après l'élite, après le transcendant de la défense, passons à l'attaque, on va dire. Passons à l'attaque. Donc 58% de ces paniers étaient assistés, donc survenaient sur une passe décisive, donc a priori créée par autrui, ce qui veut dire que le reste était créé par lui-même. Voilà, c'est un peu évidemment ça l'idée. Et donc sachant que ce pourcentage est dans le 89e centile chez les pivots, donc parmi les pivots, c'était celui qui se créait le plus son propre tir, on va dire, versus des tirs créés par autrui. Et pour dire aussi, qu'est-ce qu'on a dans cette zone-là de pourcentage, Jokic est à 60% de paniers assistés, donc même un peu plus de paniers assistés pour Jokic. Kevin Durant aussi à 58, Embiid à 58, voilà. Et puis même si on va chercher non pas des pivots, mais des extérieurs, on a du Paul George, du Bradley Beal, du CJ McCollum
voilà, des joueurs qui sont des porteurs de balles, un peu hybrides, certes, mais quand même créateurs. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que c'est son plus petit pourcentage de paniers assistés en carrière. Donc il a jamais autant créé son propre tir de par lui-même en carrière. Et dans le même temps, est-ce que c'est un lien de corrélation ou de causalité? Je ne sais pas. Mais c'est aussi la première fois qu'il est en dessous de l'efficacité moyenne de NBA. Donc c'est la première fois qu'il se crée autant son tir. Et c'est aussi la fois où il est le moins efficace de sa carrière en NBA. Et pour dire, par exemple, si on prend des années d'avant, il y a des fois, il est autour des 70% de ses paniers qui étaient assistés. Donc 7 fois sur 10, son panier était créé par autrui, comparé à cette année où il est à peine à 58%. Et l'efficacité pouvait aller jusqu'à plus 10, plus 11%. Contrairement à là, où on est à peine on est autour de la moyenne, je crois on est à moins 1% par rapport à la moyenne. Donc on est au niveau de la moyenne, grosso modo. Bref. Il y a un peu ce lien, je trouve, et à mon avis, c'est un lien de causalité où plus il crée son tir, moins il est efficace, parce que c'est normal, c'est plus que des catch and finish, du coup, c'est aussi beaucoup de création. Et je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi je suis pas fan. Je suis pas fan, et pour moi, plus Bam Adebayo ne va pas se créer son tir, plus il va avoir de valeur, à mon sens, parce que il peut faire la création, il peut faire d'un fadeaway, il peut faire son turnaround jumper, mais il est quand même pas si bon que ça là-dessus. Ouais, justement, je suis d'accord avec toi, dans le sens où il va être capable, par moment, de prendre des shoots. Voilà, on l'a vu, mettre des pull-up mi-distance sur Tatum, etc. Il va être capable de le faire. Le problème, c'est quand il doit le faire. Quand c'est une obligation parce que l'équipe a besoin de ça. Et c'est là où la limite offensive de Bam, elle existe. C'est que s'il est en manque de réussite cette année, parce qu'effectivement, c'est une manque de réussite au cercle, ça, c'est parmi je pense même la plus basse de sa moyenne, de sa carrière, pardon. En fait, c'est juste que l'équipe ne tourne pas autour de lui. L'équipe ne tournait pas cette année en attaque. Je veux dire, il y avait pas de danger, en fait. T'as aucun joueur qui est capable de t'apporter un danger, que ce soit Tyler Hero, que ce soit Jimmy, parce qu'il était irrégulier, etc. Et donc, du coup, des fois, Bam, il est obligé de tout faire tout seul. Mais c'est pas du tout un joueur qui, offensivement, doit faire ça. Parce que c'est pas son profil. Et qui ne, je sais pas si je peux dire qu'il peut pas, mais en tout cas, c'est pas du tout ce qu'il doit faire. C'est pour le coup un mec qui est capable de finir sur des alley-oops de n'importe où. C'est un mec qui est capable de finir au cercle un peu en force, des choses comme ça. Mais comme tu l'as dit, il a été obligé de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Et du coup, forcément, son efficacité baisse. Mais ça, c'est normal. Mais sans vouloir tout dédouaner, c'est pas sa faute. C'est parce que autour, ça ne marchait pas et qu'il était dans l'obligation de le faire. Je sais que c'est aussi un point où tous les fans de Miami sont pas forcément d'accord. Et je sais que souvent on me répond oui, mais en même temps c'est aussi important qu'il puisse mettre lui-même un poids sur une défense avec son scoring, quoi. Donc il y a cet argument aussi. Et en fait, j'aime bien ce que tu as dit en effet, parce que pour moi c'est totalement ça. C'est-à-dire que dans le jeu, et notamment pour sa position de passeur et pour optimiser son passing, il faut que lui-même soit relativement une menace aussi au scoring. Donc ça me dérange pas. Parce que tu vois, si un mec, si Adebayo, il sait pas faire un drive, bon, mais personne va, ou faire un jump shot, personne va monter sur lui, et donc les dribble and off, personne va les défendre, quoi. On peut rester proche du panier et pas monter. Donc il y a aussi besoin de cet élément de dangerosité pour débloquer aussi en un sens le passing. Il faut être capable de punir. Et si les mecs sont trop sur sur l'écran, sur un écran, sur une action, tu peux punir un attaquant en prenant à contre-pied, etc. Donc il y a une partie effectivement de scoring un peu organique qui a besoin d'être là dans le jeu, donc il y a besoin d'un certain niveau. Mais en effet, moi ce que j'aime pas, c'est pas ce côté justement très organique, très ça vient dans le jeu, ça vient, je le fais, je le punis. C'est parfois le côté on va initier l'attaque de par lui, on va lui donner des positions de post-up, on va lui donner des isolations où il doit scorer. Ça, j'avoue que je suis moins fan. Je suis moins fan. J'aime bien le scoring de complément par rapport à son passing, où dans le jeu, ça va, ça vient, et puis il faut être capable de tout faire, ok. Mais multiplier un peu les possessions où, tiens, prends tes post-up, t'aimes bien avoir tes post-up alors que t'es pas très efficace, ça me dérange plus parce que c'est pas il a pas du tout le bagage, il a pas le toucher de balle que peuvent avoir d'autres créateurs sur le poste de pivot, et voilà, il a pas l'historique non plus de move, il a pas la fluidité avec la balle que peuvent avoir certains. Bref, il peut en fait, il peut. Mais j'aimerais bien que ça reste plutôt un scoring de punition plutôt que parfois d'initiation d'attaque comme ça peut être le cas. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Là, il a montré un peu cette année qu'il était capable de maintenant rentrer 2-3 choses à 3 points, mais c'est pas une menace du tout. Mais là où je suis complètement d'accord, c'est que son terme de punition, il est complètement juste. Tu vois, typiquement, quand Miami va lancer un end-off avec lui qui a la balle, là où il doit être performant, c'est que si le défenseur, il se focus complètement sur, par exemple, Duncan, qui récupère la balle lors de la sortie d'une end-off, Bam doit être capable de driver au cercle et de prendre cette rotation manquée de la part de la défense. Mais c'est pas la première solution du end-off. En fait, ça doit pas être
le système doit pas être lancé pour que la finition se fasse avec Bam qui shoot. Il faut que ce soit le plan B mais pas le plan A, tu veux dire. Voilà. Faut que en fait lui et il est capable de le faire. Faut que lui ait l'intelligence de voir que si le plan A ne fonctionne pas, lui il est capable de profiter de l'erreur défensive ou de l'opportunité défensive. Et c'est là où il est meilleur. Mais ça a été un énorme débat pendant des années. Je pense que ça l'est toujours d'ailleurs de la part de certains fans de 8. C'est que en même temps t'es fan de NBA, t'aimes voir les mecs scorer 25 points par match, etc. On a toujours voulu que Bam soit plus agressif. Globalement, son agressivité, ça a toujours été une question, et c'est vrai. Mais on en a beaucoup parlé sur le podcast de Miami. Peut-être qu'en fait, un jour, il faut qu'on accepte que Bam, c'est ce joueur-là. Et point, c'est tout. Mais c'est pas négatif. Mais il faut que on accepte qu'en fait, ce sera pas un gros scoreur. Il va être capable de le faire. Et je pense que le jour où tout le monde acceptera que le joueur, il est comme ça, point, ben, tu pourras complètement adapter autour de lui en prenant en compte le fait qu'il est comme ça. Mais voilà. Le problème, c'est quand tu lui demandes de faire des choses qu'il n'est pas capable de faire, c'est tout. Non, mais on en revient aussi au point Godwin de cette saison NBA 2024-8, c'est le non-échange de Lillard finalement. Et que, voilà, aussi pourquoi est-ce que... Je pense qu'il y a aussi une volonté de sa part, hein, en partie, mais aussi pourquoi est-ce que ça s'est fait de facto et qu'on a un peu assouvi cette volonté, c'est que de facto, on n'avait pas tant... Enfin, il aurait dû avoir une autre star à côté. En tout cas, on espérait qu'il y ait une autre star à côté et que Bam, dans la hiérarchie, soit troisième plutôt que deuxième, quoi. Ouais, bien sûr. Et effectivement, comme tu dis, il a été appelé à faire des choses. Peut-être que si tu avais réussi à faire ton trade pour Durant, pour Lillard ou pour un autre, ou pour Mitchell à l'époque, ou n'importe, peut-être que tu n'aurais pas eu besoin de l'avoir aussi haut dans la rotation et tu aurais pu faire autrement, quoi. Mais... Et d'ailleurs, pour terminer, compléter ça, je veux dire, quand on arrive au premier tour des playoffs contre Boston, et que Tyler Hero, par rapport à son profil, tu sais qu'il va faire une série catastrophique, mais tu le sais parce que en fait, il a pas du tout le profil pour attaquer une défense comme Boston. Vraiment, c'est ce qu'il y a de pire pour lui. Ouais. Mais alors là, tu te retrouves, et ça je crois que c'est toi qui l'avais développé, et j'étais complètement d'accord avec toi là-dessus, c'est que Tyler Hero, c'est un très bon joueur qui est deuxième. Mais c'est pas un bon joueur qui peut être première option. Et là, d'ailleurs, ça s'est vu. Mais du coup, tu te retrouves avec le fait que ton arme offensive numéro 1, ça doit devenir Bam Adebayo. Parce que Tyler Hero peut pas et Jimmy n'est pas là. Mais là, du coup, tu peux pas t'en sortir. Parce qu'il est obligé de surpasser son rôle. Et ça en devient un problème. Alors, il y a un match qui fait, je sais plus lequel c'est, où il est impressionnant, il est en termes d'agressivité et tout ça, il domine Boston, c'est limite le meilleur joueur sur le terrain. Mais c'est pas ce que tu dois attendre de lui. Et quand t'as pas le choix d'attendre ça de lui, ça devient un problème. On peut avancer, alors je crois que tu as grillé pas mal de cartouches, je sais pas s'il te reste une 5e stade de la saison ou pas. Ouais, c'est pas grave. Du coup, j'avais pas forcément trouvé trop de trucs sur lui, mais je voulais quand même qu'on parle un peu de lui. Ouais, je vais faire un coup de pied à ma stat numéro 3, du coup, sur le niveau du drive au cercle, etc., pour parler un petit peu de Jaime Jaquez. Ah, alors j'avais une stat, moi si tu veux, je peux donner la mienne, et comme ça tu t'enchaînes. Vas-y. Jaime Jaquez, qu'est-ce que j'avais noté ? J'avais 99, c'était son true shooting plus. Mais alors justement, donc, ça veut dire que par rapport à la moyenne, il est 1% moins bon au niveau du scoring individuel. Mais donc voilà, la stat est faite, le format est rempli. Je te lance, parle-nous de Jaime Jaquez. Je comptais en parler, évidemment. Ouais, non, on va pouvoir en parler un peu, mixer tout ça. Pourquoi ? Je suis d'accord avec toi sur le côté un peu en dessous de la moyenne, et effectivement, c'est surtout en deuxième partie de saison où il a baissé quand même, parce que le rythme NBA, on sait que c'est compliqué. Rookie wall, même si il a 23 ans, ça reste un rookie, un mec qui a pas l'habitude de jouer autant de matchs que ça. Malgré tout ça, la chose positive qu'il y a avec lui, c'est que d'un côté, il est ultra polyvalent. Ça, c'est quelque chose qui était hyper agréable, parce qu'à Miami, on en avait extrêmement besoin. Et surtout, ce que moi j'ai bien aimé, c'est que, j'en parlais dans ma stat numéro 3, c'est que il est agressif au cercle. Voilà. En termes de fréquence, il a 40% de finition au cercle, ou 31% en short mid, mais du coup c'est vraiment à l'intérieur. Lui, il va driver, il va tenter d'aller au cercle, et il a une très bonne finition d'ailleurs, au moins spectaculaire. Pas forcément en termes de réussite, il est 62e centile, mais en tout cas il va y aller. Il va pénétrer, il va driver, et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'on n'en a pas des gars comme ça. Et lui, cette année, il a apporté ce côté-là, et je trouve qu'il a comblé plein de petits manques, plein de petits trous qu'on avait. Et voilà, on attend de manière folle un peu
la saison de Jaime Jaquez. Nous, dans notre podcast bilan, on disait que finalement, c'est lui qui nous avait fait tenir devant les matchs tout au long de la saison. Tellement c'était parfois chiant à avoir joué. Mais vraiment, il apporte un peu tout ce qui nous manquait, tout ce qu'on n'avait pas. Alors, est-ce que ce sera un jour un joueur en 27-7-7 ? Pas forcément. Mais il apportera toujours cette polyvalence et cette... voilà, pour le coup, lui, il va aller vers ce que le jeu demande. Et ça, c'est très, très agréable dans un roster d'avoir un joueur comme ça. Oui, c'est ça. C'est le... Bon, pour l'instant, comme dit, il est à peine au niveau d'efficacité moyenne de NBA, donc pas beaucoup plus, mais pour des porteurs de balles très jeunes, en tout cas rookie, en général, on est même inefficace. Donc lui, il n'est pas inefficace. Peut-être aussi parce qu'il est plus vieux, je sais pas, mais déjà, tu vois, être un rookie, porteur de balles qui est au niveau moyen d'efficacité de NBA, pardon, je vais y arriver, c'est déjà bien, en vrai, c'est déjà bien, et comme tu dis, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il peut un peu toucher à tout, avec un peu de création sur pick and roll, un peu d'isolation parfois, un peu de post-up aussi, tu sais, les fameux short mid, justement, les short mid distance, il n'y a pas que des flotteurs en fin de drive, il y a aussi des hook shots sur post-up, ou des petits moves comme ça, donc c'est assez appréciable, parce que ça s'inscrit dans cette attaque polyvalente qui peut attaquer un peu de plein de manières différentes. Et puis, je trouve qu'il est aussi pas mal sur cut, même vraiment très bon sur cut et sur l'activité off-ball. Avec, on ne dirait pas parce qu'il n'est pas explosif ou quoi, mais il a un très bon timing, un très bon sens du jeu. Et je pense que c'est un peu ça l'idée de ce joueur, c'est-à-dire plus vieux, mais déjà bon, quoi. On est déjà plus proche d'un produit fini avec potentiel, c'est vrai, assez limité. Mais voilà, on a quelqu'un qui déjà est compétent. Et bon, il y a des comparaisons avec Butler. Évidemment, je pense pas qu'il ait ce potentiel, mais ce qui est appréciable, c'est qu'il y a un peu ce côté où ça peut être un Butler light en termes de, pas dans le niveau, mais dans ce qu'il fait. C'est-à-dire que Butler aussi, il aime bien attaquer un peu pick and roll, un peu post-up, un peu isolation, un peu off-ball, etc. Et Jaquez fait un peu ça, alors en moins bien évidemment, mais il y a un peu cette polyvalence aussi, avec même ce côté, tu parlais de drive et de la pression au panier. Lui non plus, il va pas y aller à fond la caisse, explosivité. Il va au drive en puissance, un peu en lenteur, à son rythme, mais il va au panier, quoi. Il va en tout cas proche du panier. Donc j'aime bien, mais pour moi, le point pivot de sa carrière et le point d'interrogation, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle a été draftée aussi bas, c'est l'âge, mais c'est aussi le shoot, je pense. C'est 32% cette année à Miami sur un petit volume de 3 par match et quelques, 3,5. Et à UCLA, on sort de 4 années à UCLA à 33% d'efficacité sur plus de 350 tentatives. Bref, c'est un peu pour moi le point de bascule parce que il faudrait quand même un mini catch and shoot potable et à partir de là on roule, quoi. Ça irait, mais c'est vrai que si on a un shooter négatif, plus le joueur n'a pas une place importante dans la hiérarchie, plus c'est embêtant d'avoir un autre shooter, quoi. Alors que s'il a ne serait-ce qu'un catch and shoot, on peut y aller, quoi. Pour le coup, je sais pas si je m'avance ou pas, mais je pense que ce sera un bon shooter parce que à quel point ça dépend de la défense qu'il a reçue aussi, je sais pas. Mais sur les 2-3 premiers mois de saison et sur le dernier, il était efficace. J'ai l'impression que là où il a vraiment beaucoup perdu en efficacité sur janvier-février, c'est un peu un mix entre rookie wall et le moment où il se blesse. Donc, mais tu crois en la mécanique en tout cas? La mécanique, je sais pas, mais le truc, c'est que la mécanique, à partir du moment où ça rentre, tu vois, je m'en fiche. Mais je lui laisse en tout cas le bénéfice du doute. Je prends pas en considération trop le true shooting plus, dans le sens où vraiment cette année, là où il a perdu en efficacité, c'est le moment où il a pris le rookie wall et sa blessure. Donc je lui laisse le bénéfice du doute pour l'année prochaine. Ouais. J'ai plutôt tendance à y croire. Et puis pas mauvais en plus, défensivement. On l'a même pas dit. Ouais, franchement. Là vraiment. Ceux qui sont un peu fans de l'ancien basket, on va dire, un peu des années 90-2000, regardez Jaime Jaquez jouer quand il est au poste. Ses pieds, où est-ce qu'il place ses pieds, tout ça, c'est de la folie. Hein. À 23 ans, d'être aussi fort, sincèrement, c'est du niveau de Kobe. Il est toujours, et ça, c'est Sam, vraiment, qui est chez nous, et je sais pas si on peut dire spécialiste basket, tout le monde l'est, mais lui qui gère très bien ce côté un peu pied, position, etc. Ce qui est fou avec Jaime Jaquez, c'est que quand il reçoit la balle, il est dans la position parfaite pour jouer l'action. Peu importe, hein, si c'est en mouvement, si c'est sur du post-up, si c'est en tête de raquette, il est positionné parfaitement pour jouer l'action qui va suivre. Et ça, le fait d'être off-ball et d'être positionné, tu gagnes le centième de seconde qu'il te faut pour créer le décalage. Et ça, c'est très très fort à cet âge-là. Bon, effectivement, il a 23 ans, mais ça reste une année rookie. C'est très fort pour lui, en tout cas, d'être déjà à ce niveau-là dans la compréhension du jeu, quoi. Tu parlais des fans des années 90 qui pouvaient apprécier le post-up, mais pas que. Si vous êtes aussi fan des années 70, appréciez aussi la moustache. C'est ça. Totalement vintage. Mais attends, si je dis pas de bêtises, il s'était rasé cet été. Hein.
Il me semble que j'ai vu passer une photo, il s'est rasé. Est-ce qu'il va relaisser pousser? J'espère. Mais je crois qu'il s'était rasé, ouais. J'espère qu'il va garder. La fin du mythe. ouais. Pour la Summer League, il l'a de nouveau. Mais c'est vrai qu'au début de l'été, il l'avait rasé, je crois. Il joue en Summer League ou pas d'ailleurs? Ouais, il joue. Il joue et il a dit que ça faisait du bien d'enchaîner les matchs et tout. Et bon, il montre tout le... Enfin, tu vois que c'est pas un joueur qui doit jouer en Summer League, qui doit jouer en niveau NBA, mais en même temps, le fait qu'il joue, le fait qu'il prenne le rythme, etc. Et puis il apprend encore. Donc, ouais, il joue là. Il est très bon d'ailleurs. Ouais. C'est marrant parce que Scoot Henderson ne joue pas en Summer League et Jaime Raquez joue en Summer League, comme quoi. Ouais. Mais non, alors tant qu'on est dans les jeunes joueurs, est-ce que, voilà, je peux le dire, ma 5e stat du jour, qui était aussi un peu un prétexte, et je voulais entendre ton avis aussi, moi c'était 19,5, c'était le temps de jeu, minutes par match, de Jovic. Nikola Jovic, et non pas Jokic malheureusement, vous avez que Jovic. Maintenant il y a Nikola Topic en plus. Il y a Topic maintenant qui arrive aussi. Ouais. Ah oui, mais non, il est pas chez vous, il est au Thunder, je crois. Non, mais je mis le doute là. Non, mais je parle dans la ligue, faut pas se tromper quand tu prononces, quoi. Il y avait Lucas Saidi, que vous connaissez de l'école Parquet, notamment, qui a sorti un magnifique mème sur l'évolution Nikola Jokic, Nikola Topic, Nikola Jokic. Bref, on salue Lucas. Mais non, donc le minutage par match, pourquoi est-ce que je l'ai cité? Moi, c'est un joueur que j'adore. Du coup, blague à part, j'étais très, très content de le voir émerger. C'est un chouchou, je sais pas, mais en tout cas, un joueur que j'aime beaucoup, qui finalement a aussi plus joué que la saison dernière. Donc c'était un peu un prétexte aussi d'évoquer ce chiffre-là, mais je voulais aussi t'entendre. Mais je trouve que notamment il a gagné sa place parce que on n'est pas sur le même niveau de shoot, évidemment, que Kevin Love. Mais par contre, on est sur un shooter, plutôt poste 4, qui peut shooter, mais qui peut aussi défendre, notamment. Donc ça aide à prendre des minutes dans la rotation par rapport à Kevin Love, et qui peut aussi faire pas mal de choses d'autres, notamment être un grand porteur de balle sur certains pick and roll, faire un peu d'isolation, faire un peu de transition. Voilà, c'est quelqu'un encore assez jeune et qui je trouve a une palette déjà plutôt pas mal. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé la saison de Jovic. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, bah en fait, je pense que le seul truc, c'est ce que t'as dit, c'est qu'il est encore jeune. Mais déjà de sa saison rookie à cette saison-là, il y a eu plus de choses. Il a montré qu'il était meilleur dans tous les domaines du jeu. Plus de minutes aussi. Spo lui fait confiance, mais il est encore en développement. C'est pas impossible que cette année il a un rôle beaucoup plus important, on verra, parce qu'on en a besoin, d'autant plus avec le départ de Caleb Martin. Mais typiquement, nous, on adore, mais il y a toujours ce côté, nous on est subjectif, c'est un peu le poulain, ça y est, il a pris le côté mascotte jeune qu'on développe, etc. Mais il a un potentiel hyper fort, je veux dire, il est hyper grand, il est très mobile. Là, typiquement en transition, il peut faire très mal. Alors il fait des fautes, il fait des erreurs, il perd des ballons encore beaucoup. Mais il y a il y a un plafond qui est encore extrêmement fou. Il a rentré pas mal de shoots cette année et c'est dur de le défendre quand il prend ces shoots là. Et ouais, c'est le futur. Pour nous, c'est le futur au poste 4 à côté de Bap. Voilà. Pour nous, c'est simple, c'est ça. Et pour le coup, ils sont bien complémentaires tous les deux. Donc ouais, nous on adore ce qu'on a vu cette année. Attention cette année là sur la saison 2024-2025 à ce qu'il va être capable de montrer. S'il joue 26-27 minutes, c'est pas surprenant. Sincèrement, faites attention pour le coup. Si on te propose Jovic en échange de Giannis, tu prends Giannis ou pas? Bah, oui, quand même. Non, c'était pour tester à quel point tu l'aimes. Non. Bah non, mais ça pour le coup, moi je suis quand même relativement objectif là-dessus. Non, bah évidemment. Ça. Après, faut voir avec d'autres, tu vois. Si tu me proposes un pack pour Lavine, si c'est du sec, Jovic, évidemment, je prends du Lavine, mais faut voir qu'est-ce que tu mets comme pack, quoi. Mais parce que c'est un joueur qui est prometteur. Et il y a aucune question sur le fait qu'à Miami, ça peut marcher, quoi. C'est vraiment une équipe cadrée et tout le monde veut progresser autour de Spoelstra, à mon avis. Enfin, Spoelstra, s'il a réussi à faire de Hassan Whiteside un très bon joueur de basket, très bon entre guillemets, il pourra faire n'importe quoi de Nikola Jovic, ça c'est clair. 40% à 3 points, mine de rien, Jovic cette année, alors pas non plus un gros volume, mais il y a un petit shoot. Je suis pas sûr qu'il soit en carrière à 40%, mais toi, s'il est à 37-38 sur un bon volume moyen, ça peut être cool parce que défense, il y a de la taille en plus, ce que j'aime bien, de la bonne taille en plus, un peu porteur de balle, donc taille plus porteur de balle, ça peut donner des bonnes choses, un peu de shooting, donc et mobilité. Mobilité, ouais. En plus, oui, évidemment, il y a taille et mobilité. Tu fais bien de le préciser. Et puis, il a que 20 ans. Il a que, alors 20 ans, l'année 20 ans en tout cas, mais non, il vient d'avoir 21. Mais voilà. D'ailleurs, il est serbe, c'est ça, mais né à Leicester,
En Angleterre, ouais. Mais je sais plus pourquoi, sans vouloir dire de bêtises, je crois que c'est son père qui jouait là-bas à l'époque. Ou je suis plus sûr. Après, la petite inquiétude quand même, c'est qu'il a été blessé à la cheville fin de l'année, et là il est... Non, j'ai plus le terme. Il s'est refait une blessure. Rechute. Et donc c'est pas sûr qu'il joue les JO. Voilà, merci, une rechute. C'est pas sûr qu'il joue les JO avec la Serbie. C'est un peu inquiétant. Après, je sais pas exactement à quel point c'est inquiétant, mais voilà. Après 2m8, mobile, qui est capable de shooter, qui est capable de passer, même sur de la transition. Enfin, sincèrement, il fait partie avec Ramé. Voilà, je disais, j'ai été très négatif dans ce podcast. On a été négatif sur notre podcast bilan, mais lui et Ramé Raquez, ça a été les seuls joueurs vraiment qui nous ont maintenus tout au long de la saison, parce que c'est cool à voir jouer, quoi. Tu vois des choses intéressantes, même s'il y a un peu des lacunes, des erreurs, ils sont encore en apprentissage, mais ils apportent un peu de folie, quoi. Et ça, finalement, c'est ce que tu recherches aussi en regardant la NBA, quoi. Et c'est ce qui peut être aussi ton potentiel, parce que si tu n'arrives pas à monter le trade, alors idéalement, tu gardes et les jeunes et les vieux, et tu sacrifies la génération entre les deux, hein, du coup les Rozier, Hero, Duncan Robinson, etc. Mais c'est vrai que tu vois, si tu n'arrives pas à faire ce trade, peut-être qu'une amélioration de l'effectif et du niveau de jeu peut aussi passer par un step-up qui est passé par à la fois Jovic et Jaquez. Ça peut être totalement possible. Alors, dans ce bilan 24, pardon, on ne parle pas évidemment des rookies qui viennent d'arriver. En plus, moi, je ne les connais pas trop. Ouais, mais voilà, ça ne rentre pas dans le cadre du bilan. Mais si tu me permets, on a fait 5 chacun, mais je vais en faire une 5e bis quand même pour finir avec une note positive. Mon dernier chiffre du jour à proposer, c'est 1. Voilà, le chiffre 1. Pourquoi ? Parce qu'il y a un joueur en NBA qui répond aux critères suivants. Plus de 2000 minutes sur cette saison, donc un temps de jeu assez conséquent évidemment, pas un temps de jeu anecdotique. Plus de 1,26 points par tir, donc en termes d'efficacité, une certaine efficacité, assez efficace. Moins de 9% de turnover, donc très très propre, très peu de pertes de balles. Donc à la fois tout ça, et à la fois aussi un fameux ratio de playmaking qu'on a déjà expliqué, à quel point est-ce que tu fais des passes par rapport à ton ballon. Plus de 0,9 de ratio de playmaking. Et donc, il n'y a qu'un seul joueur en NBA qui répond à tous ces critères à la fois. Simon, qui est-il ? Jimmy Butler. Et c'est Jimmy Butler, effectivement. C'est pour rappeler aussi à quel point on a affaire à quelqu'un d'assez extraordinaire dans son rôle et qui a aussi ses caractéristiques, ses défauts et aussi ses qualités, mais notamment ses qualités, c'est porteur de balle, créateur, etc., qu'il a développé au fil des années. Mais ce que j'aime beaucoup, moi, c'est un côté où il y a très peu de déchets, très peu de compromis, en fait. C'est quelqu'un qui va être hyper efficace parce qu'il a un style de jeu de très drive et très provoquer des fautes, donc des tirs hyper rentables. Et en plus de ça, donc très peu de pertes de balles. Et pourtant, en étant assez passeur, alors que c'était pas le cas forcément en début et en milieu de carrière, ce passing, et pourtant, il a développé le passing tout en restant, du coup, avec toujours des niveaux de pertes de balles très bas. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, évidemment, et si on enlève le critère d'assist, ratio de playmaking, pardon, si on enlève celui-ci, on garde juste, efficacité et perte de balles, ils sont que 3 en NBA, toujours. Il n'y a que lui, Kawhi Leonard et SGA. Voilà, pour dire aussi le niveau. Et presque en fait, le reproche qu'on a à lui faire, c'est pas ni sur l'efficacité, ni sur le passing, ni sur les pertes de balles. Le reproche, c'est l'usage. C'est le fait que, mais en fait, t'es très bon. Pourquoi tu n'utilises pas plus? Pourquoi t'as pas plus de volume alors que sur le volume que t'as, t'es excellentissime, quoi. Et en plus, cette année, il shoot bien à 3 points. Il est à 41%. Ouais. Sur 145 tentatives, quand même. Il a augmenté, mais genre, ça devient, c'est pas un gars que tu vas défendre à 3 points. Mais des fois, tu te poses la question si tu le laisses ouvert ou pas, quoi. Et donc, comme quoi, mais encore une fois, on est toujours sur le même problème, c'est qu'il joue pas assez, et c'est ce que le front office lui a demandé. De toute façon, ils lui ont dit, si tu veux ton argent et ton contrat long, cette année, il faut que tu joues, quoi. Et voilà, hein. Malheureusement, c'est le même problème. Donc là, il est à Dijon, il fait ses vacances en France. Oui, j'ai vu, effectivement. Ouais. Non, mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, dans les autres joueurs, d'habitude, tu dis, alors lui, c'est bien, mais bon, l'efficacité, elle est pas top, quoi. Alors lui, c'est bien, mais en même temps, il score beaucoup, il est efficace, mais il fait pas de passe. Ou alors lui, gros passeur, mais il y a des pertes de balles, quoi. Et Butler, il a rien de tout ça. Le reproche qu'on lui fait, c'est pas de pas être bon sur un domaine, c'est de dire, mais t'es tellement bon partout, pourquoi est-ce que tu joues pas plus, quoi? Et pas en nombre de matchs, mais pourquoi est-ce que quand tu joues en match, t'as pas un plus gros volume? Mais bon, en même temps, je pense qu'il y a aussi un lien, hein. C'est aussi pour ça qu'il est à ce point propre, efficace, etc. C'est que il a aussi, c'est aidé par le fait qu'il a un volume qu'il ne force pas ce volume, il ne force pas son attaque. Je pense que si tu lui demandais de prendre 35% d'usage plutôt que 25%, il y aurait peut-être un peu plus de déchets, de efficacité, turnover, etc. Mais voilà, ça fait aussi partie du package. Mais je voulais aussi finir par ça, parce qu'en effet, là, au moment où on enregistre, il n'y a pas eu de prolongation encore. Ça m'étonnerait qu'il y ait un trade. En tout cas, j'espère pour Miami. Non, mais je voulais finir par ça, parce qu'en effet, il y a une fenêtre de tir et de titre
de tir pour le titre, pardon, qui est encore ouverte parce que tu as un joueur qui est fabuleux, parce que tu as un défenseur qu'on a déjà développé, Bam Adebayo, qui est fabuleux. On n'est pas si loin que ça. Quoi. Je trouve qu'on n'est pas si loin que ça. Et je pense même qu'on se retournera, quand on fera un bilan peut-être de la décennie, on se retournera, on dira, mine de rien, l'ère Butler à Miami, c'est quand même très très costaud, quoi, en termes de niveau de jeu individuel, mais aussi les résultats collectifs. Alors, c'est qu'une année sur 2, donc techniquement, ce sera l'an prochain pour vous. mais ouais, c'était quand même pas mal, quoi. En fait, de finale, hein, finalement, les gens oublient un peu, mais... 2,5. Moi, je te donne 2022, moi. Merci. Merci. C'est vrai qu'on doit la faire. Mais bon. Un tir au buzzer match 7. C'est la seule fois où Boston. Ouais. Qui doit mettre, hein, d'ailleurs. Hein. On est d'accord. Mais, bon. Mais en plus, c'est de loin notre meilleur joueur. Et c'est un des meilleurs joueurs de la ligue quand il joue. Le problème, c'est que c'est un peu le syndrome Kawhi Leonard, sauf que Kawhi, c'est encore plus extrême. Mais il faut qu'il joue, quoi. Jimmy, à un moment. Mais en même temps, ce côté un peu... je vais parler un peu anglais, mais chill. Tu vois, genre... ça va, je me prends pas trop la tête. C'est ce qu'on aime chez lui, mais en même temps, c'est ce qui est frustrant. Donc ça fait partie du personnage, donc t'es obligé de l'accepter. Et encore une fois, tant qu'il sera élite en playoff, comme il a été l'année dernière, personne lui en voudra. Sauf que cette année, ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que le Patrali lui a dit « tais-toi et sois présent pour jouer ». Et il a raison, dans le fond. Après, pour le défendre un peu, il n'a pas souvent été blessé en playoff quand même, non ? Ah bah non, pas du tout. Et puis là en plus, sa blessure, c'est une blessure vraiment pas de bol, quoi. Tu vois, genre, c'est vraiment pas de chance. Mais bon, malheureusement, il n'était pas là. Ouais, ça a parti de... Est-ce que je peux te donner 2-3 tout petits trucs ? Je fais une phrase si tu veux. J'allais te dire pour finir en bonus, est-ce que tu avais plein de petits points à aborder ? Ouais. Je t'en prie, vas-y. Alors j'en ai 2-3 et encore une fois, c'est un peu des trucs négatifs. 115, c'est le def rating, les defensive rating, c'est pas très pertinent pour un joueur, mais de Josh Richardson. Tout ça pour dire que c'est un joueur qui a grandi chez nous, qui était vraiment très bon. C'était un joueur qui faisait 17-6-6, mais de manière efficace, très bon défenseur, etc. Vraiment une troisième option que tu veux avoir. Cette année, on l'a récupéré, on s'est dit qu'il allait quand même apporter quelque chose. Ben, en fait, il apportait pas. C'était vraiment un joueur négatif cette année. Et ça nous a fait beaucoup de mal à Miami parce que c'est un joueur qu'on adore. Et il a jamais su mettre un pied devant l'autre correctement. On l'attendait en deuxième créateur en sortie de banc. Il a jamais été capable de le faire et tout ça. Et voilà, pour faire court, on a été extrêmement déçus de ce qu'il a montré cette année. On verra l'année prochaine ce qui reste chez nous. Mais ça a été une grosse déception. Josh Richardson cette année. Après, ça dépend de la déception. Si tu arrives à le mettre dans un rôle très, très sobre de 3&D, bon, c'est pas mal, mais ouais, je peux comprendre en effet. Parce qu'à un moment donné, on a cru qu'il pourrait un peu s'extirper de ce rôle très sobre. En fait, c'est un peu ça, peut-être la déception avec Richardson, qui c'est quoi, 2018-19, là où il flirtait un peu avec un côté un peu plus que 3&D. Bah franchement, c'était un deuxième, troisième option. Hein. Et il était bon. Mais là, le problème, c'est que même en sortie de banc, il est pénalisant. Quoi. Et ça, c'est... En fait, l'écart de comment on l'a quitté et comment on le retrouve, c'était un peu choquant. Et en même temps, maintenant, quand je le vois jouer et que j'écoute les échos qu'il y a de Dallas, etc., de Boston, je me dis, bah ouais, en fait, ils avaient raison, ceux qui parlaient de ça. Mais moi, c'est pas le joueur que j'avais connu à l'époque. Et du coup, on attendait quand même un peu plus de lui. Donc, on était un peu déçus. En même temps, tu le retrouves aussi parce qu'il a un peu déçu ailleurs. Parce que sinon, il aurait pris son envol. Oui, bien sûr. Tu l'aurais pleuré, quoi. Mais alors, je voulais finir par la note positive de Butler, mais vas-y, je t'en prie, si t'as d'autres. J'en ai encore d'autres négatives. Deux trucs. Ouais, je suis désolé, mais c'est vrai que. En fait, les trucs positifs, c'est difficile de les voir en stats. Mais voilà. Deux trucs négatifs. 22-19, c'est notre ratio de victoire-défaite à la maison, à Miami. Ouais. Donc, on sait que maintenant, enfin, Antoine en a beaucoup parlé et tout ça. L'avantage du terrain, c'est plus quelque chose qui est forcément représentatif. Mais sur une saison régulière, tu peux pas faire 22-19. Quand t'es une bonne équipe NBA, je trouve que tu perds trop de matchs à la maison. Et c'est pas normal, je trouve, en tout cas. Et vous étiez pas une bonne équipe NBA. Vous étiez une équipe dans la moyenne. Bah, ouais. C'est un peu l'idée. Mais ça se voit, du coup, tu vois. Ouais, donc, voilà. je te rejoins. Et la pire stat de l'épisode, je finis avec ça. Et c'est pour te dire, tu vois, tout à l'heure, on parlait du fait qu'il y avait une fenêtre de tir. Bah, nous, dans l'équipe, on n'est pas sûr qu'il y en ait une. Parce que, finalement, cette saison, sur les matchs contre les équipes avec au moins 50 victoires en saison régulière, eh ben, on est à 1-15. Une victoire, 15 défaites. Et c'est violent. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a une vraie marge avec ces équipes-là, quoi. Et si je monte même à 49, je descends à 49 victoires, on est à 2-19. Mais c'est un vrai écart. Et ça nous a un peu inquiétés. Parce que pour le coup, il y avait Jimmy Butler cette saison. Donc, ouais, ça fait un écart quand même. Donc, Après, niveau draft pick futur pour des trades, a priori, vous avez des billes quand même. Je crois qu'il n'y a que le 27 que vous n'avez pas. Mais sinon, vous avez 26 premier tour, 28 premier tour, 29 premier tour, 30 premier tour.
Vous pouvez mettre la maison sur quelqu'un, non? Alors moi je pensais j'avais l'année dernière en tête. Là, de tête, je sais plus. En fait, je me demande s'il n'y a pas un truc par rapport au fait que si le 27 n'est pas chez nous parce qu'il est protégé, le 28 et du coup ça nous bloque les 3-4 pics. Je devrais savoir. Je devrais être au clair avec ça pour Miami, mais je sais qu'on est un peu bloqué. Là, il y a le 2031 qui s'est débloqué, il me semble. Mais tu vois, le 2026, en fait, c'est avec OKC, il y a des protections. Et du coup, tu peux pas trader le 2027 ou le 2028 si le 2026 ou le 2027, tu sais pas s'il va. Et on est bloqué par rapport à ça. Après, avec la step and rule, donc t'as pas le droit d'échanger deux choix futurs consécutifs. Tu peux faire quand même 29 et 31, plus un swap 30 et non, 32, t'as peut-être pas encore le droit, 32, parce qu'il y a des limites. Non, 32, t'as pas le droit. Ouais, c'est ça. Bon, il y a quand même un peu d'atouts, je veux dire. Mais là, on en a potentiellement deux. Parce qu'en plus, avec Charlotte, je crois qu'il y en a un qu'on a envoyé à Charlotte pour Terry Rozier. Donc, mais on n'a pas forcément la marge qu'on aimerait. Mais après, si on peut faire un trade, on essaiera de le faire. Vous n'êtes pas Phoenix non plus, quoi. Non. Et puis même, on n'est pas New York. New York, là, ils ont tout envoyé pour Michael Bridges. Donc. Oui, c'est vrai. Bref, je pense qu'on a fait un peu le tour. On a parlé de beaucoup de choses, mais en même temps, cette équipe était assez intéressante, même si je conçois la vision du fan un peu déçu. On l'a bien ressenti. En tout cas, merci beaucoup, Simon, d'être passé sur le basket là pour nous parler de Miami. Avec grand plaisir. Toujours cool de venir. Donc, merci pour l'invite. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu enfin, j'espère qu'il vous aura plu. Enfin un épisode spécial Miami sur le Basket Lab, c'est vrai que depuis la création, ça doit être une des seules franchises où on ne l'avait pas fait, alors que au passage, on a déjà fait 5 ou 6 épisodes sur le rival Orlando qui n'était pas forcément meilleur, même si bon, on en rigole un peu, mais en vérité, on a déjà parlé du hit quand même, on en parle toute l'année. Dans nos hebdos, on avait parlé aussi déjà avant l'apparition de l'hebdo sur le Basket Lab, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas eu encore un format 100% Miami Heat. C'est fait. Voici pour le bilan de Miami qui n'a pas été fameux cette saison malheureusement. La prochaine fois, bilan d'une équipe qui était le darling de 2023 mais qui a été décevant en 2024, ce sont les Sacramento Kings. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Simon d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.